Salut à tous, moi c'est Jérôme et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle année 2025. Ça y est, on y est, les fêtes sont passées. Alors d'ores et déjà, bonne année et bonne santé à vous. Tiens d'ailleurs, en parlant de bonne année et de bonne santé, est-ce que ça sera une bonne année pour Walt Disney World? Est-ce que Walt Disney World sera en bonne santé? C'est toute la question qu'on va se poser dans cet épisode. Il y a des raisons d'être inquiet. On va vous expliquer pourquoi on est un petit peu inquiet pour Walt Disney World cette année. On va en parler tout de suite avec les chroniqueurs, toute l'équipe de GoWDW. Go WDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Et nous voici donc dans le studio de GoWDW et avec nous aujourd'hui Eve. Salut Eve. Hello tout le monde et bonne année. Bonne année à toi. Comment se sont passées les fêtes? Bah écoute, très très bien. Le Papa Noël a été généreux, donc tout va bien. Eh bien c'est parfait. On va aller voir s'il a été généreux aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Salut Fanny. Salut à tous, bonne année, bonne santé. Comment se sont passées les fêtes chez toi à Célébration à 5 minutes de Walt Disney World? Bah écoute, tranquillement, en famille, petit repas à Walt Disney World, et puis voilà. Ah oui, ça c'est la classe. Ça c'est la grande classe. Nils est avec nous également ce soir. Bonsoir Nils. T'es un peu dans l'ombre pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Ouais, je suis le côté site de la force pour cet épisode, donc voilà. Et c'est pas du tout parce que je galère à trouver des lumières et parce que c'est trop sombre chez moi, attention. Hein. Pas du tout, pas du tout. Comment se sont passées les fêtes chez toi, Nils? Bah super, j'ai fait un petit saut à DLP pour voir le super spectacle de drone de Notre-Dame. Ça avait le mérite d'exister, quoi. Donc c'était très sympa. Il donne le ton tout de suite. Il tacle déjà un petit peu Disney. Alors, on va vous expliquer. Cet épisode s'appelle Pourquoi nous sommes inquiets pour Walt Disney World, en particulier en 2025. C'est parce que en 2025, il va se passer plein de choses, vous le savez, et notamment l'ouverture d'Epic Universe. Epic Universe, le troisième parc à thème d'Universal Orlando, principal concurrent de Walt Disney World. Donc on avait envie évidemment de débattre un petit peu, de se chamailler gentiment. Il y a une team Disney, une team Universal, vous l'aurez remarqué, Nils il est plus pro. Je vois pas ce que c'est. C'est plus pro Universal toi Nils, hein? Non, pas vraiment, c'est juste que j'aime bien la mauvaise foi et les batailles. Donc, en général, je me mets du camp Universal, mais j'aime bien les deux. Mais bon, c'est vrai que là, pour le coup, au niveau de nouveauté, je sais qui gagne en 2025. Bon, il va y avoir du débat parce que, évidemment, Fanny, toi, tu vas défendre corps et âme Disney dans cet épisode. Moi, je me sens pas du tout en inclusion dans le titre. Pourquoi nous sommes inquiets? Parce que je suis pas du tout inquiète. Je ne comprends même pas le sens de cet épisode. Donc, je suis venue, d'accord, mais allez-y. Eh ben, on va pouvoir débattre. Et puis, Eve, je crois que tu vas te faire aussi un petit peu l'avocate du diable sur cet épisode, toi. Ouais, moi je suis pas inquiet non plus. Et puis je comprends Universal, donc je vais jouer un peu entre les deux camps pour une fois. Très bien. Et puis, il y a Alain, évidemment, qui va nous rejoindre en cours d'épisode, parce que je suis sûr que derrière votre autoradio, derrière votre téléphone, vous qui avez lancé cet épisode, vous vous dites, mais où est Alain? Alain, à l'heure où on enregistre, il est dans les bouchons. Mais dès qu'il est rentré chez lui, il nous rejoint pour, évidemment, débattre avec nous. Dites-nous, d'ailleurs, en commentaire. Bah oui, je pense que lui, il va être aussi dans la team Universal. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes inquiets pour Walt Disney World en 2025. Et on va voir, on est toujours ravis de débattre avec vous ensuite et de partager vos avis. Vous pouvez commenter sur notre chaîne YouTube GoWDW. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires maintenant sur Spotify. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Avant de commencer, les amis, on a proposé un petit concours, enfin plusieurs concours d'ailleurs, sur nos réseaux pendant les fêtes de fin d'année. On a tiré au sort le gagnant ou plutôt la gagnante, puisque c'est Fanny. Alors Fanny, tu vois, tu as une homonyme, Fanny qui a participé
à ce concours pour gagner une mini-figurine Stitch offerte par notre partenaire likeamouse.fr. Ce que je vous propose, c'est que je suis en train de faire le numéro. On va appeler Fanny en direct. J'espère qu'elle va répondre. Sinon, eh bien, écoutez, On sent ton on coupera ça. côté radio qui ressort. Allez, on va appeler Fanny et on va voir si ça décroche. Allô? Fanny? Oui? Oui, bonsoir. Est-ce que tu sais qui est au bout du fil, Fanny? Non, du tout. Pas du tout. Est-ce que si je te dis Walt Disney World, ça te parle un peu? Oui, bien sûr. Ça te parle Ah, un ça petit y peu? est, Jérôme. Ah, ben ouais, bravo. C'est à moi. Ça y est. Je suis pas tout seul. Écoute, on est en train d'enregistrer un épisode avec Fanny, Niels, Eve. Vous pouvez leur faire un petit coucou à Fanny? Salut Fanny. Fanny. Salut à tous. Écoute Fanny, si on t'appelle, c'est parce que tu as été tiré au sort, tu as participé au concours pour gagner une mini-figurine Stitch offerte par notre partenaire Like a Mouse. Et je suis très heureux de t'annoncer que tu as remporté cette mini-figurine Stitch. Oh, super. Mais génial, je suis trop contente. Ah, c'est trop bien. Écoute Fanny, Ah, c'est cool. j'entends un petit accent, tu viens d'où? Du sud, je suis à côté de Toulouse. Très bien, parfait. Bon, tu as du soleil là pendant cette période-là? Non, pas trop quand même. Bon. Comment se sont passées les fêtes chez toi? Eh bien, ça va, ça se passe tranquille. On est rentré il n'y a pas très longtemps de Disney World, donc un peu encore avec la tête remplie de magie, donc voilà, c'est chouette. Eh ben, c'est parfait. Écoute, c'est l'occasion, je suis obligé de te poser la question. Comment s'est passé ton voyage? Ça s'est super bien passé. C'était super, mais grâce à tous les conseils que vous avez apportés avec toute votre équipe, c'était génial. On a pu profiter de super restos, de tous les conseils avec le DAS pour le petit. Enfin, c'était dingue. Eh ben, c'est parfait. Écoute, on est ravis que tu aies passé des moments magiques à Walt Disney World. Ravis aussi de t'envoyer. Ça arrivera chez toi bientôt, cette mini-figurine Stitch de Noël. Merci d'avoir participé à ce concours. Merci pour ta fidélité. Et puis, j'ai une petite question parce qu'on est en train d'enregistrer l'épisode. On fait une petite battle entre Universal et Walt Disney World. Tu as eu l'occasion d'aller à Universal aussi, toi, pendant ton séjour, là, ton dernier séjour? Non, j'ai pas été à Universal, mais non, moi je suis à 100% comme Fanny. Oui, merci. C'est la team On va retirer au sort pour qui va gagner la petite figurine Stitch. En tout cas, on te souhaite évidemment une belle année 2025, Fanny. Et puis, merci de nous rester fidèles. Eh bien, merci à vous tous et puis une très bonne année aussi à tous ceux qui écoutent le podcast et à vous tous qui nous faites tout le temps plaisir et tout le temps rêver. Donc, continuez comme ça et longue vie à GoWDW. Merci beaucoup, Fanny. On t'embrasse bien fort. Merci. Mais je vous embrasse aussi. Merci. Merci. Ah, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir d'entendre la joie de Fanny et puis sa joie elle vient de rentrer de Walt Disney World. Et quand on reçoit des messages comme ça, savoir qu'on a un petit peu contribué à la réussite de son séjour, ça fait plaisir, ça les amis. Oui, surtout qu'elle n'est pas allée à Universal. Donc c'est le principal. Ça conclut l'épisode, voilà. C'est le plus important. Voilà. On sait qui a gagné. Bonne soirée à tous. Allez, lâchez le micro. On va rentrer dans le vif du sujet et on va pas se mentir, même si Walt Disney World est dans le cœur de beaucoup de monde et que ce podcast est dédié essentiellement à Walt Disney World, on peut pas se voiler la face non plus. L'année 2025, le gros morceau de cette année à venir, c'est quand même l'ouverture d'Epic Universe. Ce sera le 22 mai 2025 et tout le monde attend cette ouverture. Niels. Ah oui, tout le monde, je sais pas, mais moi, oui, beaucoup. On attend pas mal ça. C'est assez rare, même dans le monde entier, qu'un parc aussi complet ouvre d'un coup. En général, de toute façon, il n'y a que 2 boîtes qui peuvent lancer un projet pareil d'un coup sans couler immédiatement. C'est Disney et Universal. Et ça fait plaisir d'avoir comme ça un truc hyper ambitieux au lieu d'avoir une petite nouveauté tous les ans, comme c'est le cas de la grande majorité des parcs à travers le monde. C'est quand même un événement plutôt rare et plutôt intéressant à suivre. L'ouverture comme ça d'un nouveau parc
aussi ambitieux et avec des gens aussi talentueux à la barre. Est-ce que tu peux, pour remettre dans le contexte, nous expliquer ce qu'est Epic Universe? Quels sont les landes qui vont composer ce troisième parc? Alors Epic Universe, c'est le troisième parc d'attractions d'Universal, quatrième si vous comptez leur parc aquatique Volcano Bay. Il y aura 5 landes. Il y aura le land d'entrée avec un coaster et quelques autres petites attractions, des restos et tout ça, qui s'appelle Celestial Park. Et ensuite, vous allez passer des portails qui vont vous mener vers 4 autres zones. Vous aurez une zone sur Dragon, qui est plutôt orientée enfant. Dragon, la licence DreamWorks, du coup, les films d'animation et le live action qui va sortir chez Netflix l'année prochaine aussi, je crois. Vous avez un land Harry Potter, Animaux Fantastiques, qui recréera Paris et le ministère de la Magie anglais avec un ride aussi là-dedans. Un land sur les monstres Universal, qui sera un peu plus inspiré comment on dit, des Horror Nights d'Universal. Donc avec un Dark Ride qui fait un peu peur, un coaster aussi, ce genre de choses. Et un dernier land qui sera, qu'est-ce que j'ai oublié, Nintendo, bien sûr, Super Nintendo World, à peu près le même qui a ouvert à Osaka. D'ailleurs, Donkey Kong, le coaster vient d'ouvrir à Osaka, ce sera le même ici à Epic Universe. Et voilà, en gros, ce qui constituera ce parc. Là, j'ai envie d'envoyer la balle directement à Fanny. Est-ce que Fanny, quand tu entends tout ça, tu n'as pas une petite envie quand même d'aller pousser les portes pour découvrir cette nouvelle offre chez Universal? Comme j'ai envie d'aller faire un tour à SeaWorld ou à Legoland, j'irai faire un tour pour voir ce que Non, c'est. waouh. Voilà. J'adore. Bah, Ça écoute, commence. j'irai voir, mais honnêtement, non, rien de plus, parce que il n'y a pas la magie, il n'y a pas tout ça. Ouais, ils ouvrent un truc d'un coup. Alors tout le monde est excité parce que c'est beaucoup d'un coup, mais justement, ils lâchent de l'artillerie d'un coup pour que tout le monde en parle. Et puis on verra plus rien pendant 10 ans derrière. Donc voilà, c'est bien, mais Disney fait petit à petit parce que tous les ans, ils sortent des nouveautés. Il y a des choses, c'est quelque chose sur le long terme. Ils écoutent leurs guests et ils ont tellement de parcs et de choses qu'ils ne peuvent pas faire, c'est sûr, un parc entier, même si je pense que voilà, ils l'ont déjà fait, ils ont déjà prouvé qu'ils savaient le faire. Mais voilà, aujourd'hui, tout le monde est excité parce que c'est un gros projet d'un coup. Mais s'ils avaient fait les Landes l'un derrière l'autre, peut-être qu'on en aurait moins parlé aussi. Et j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont proposer alors après ça, parce qu'on est toujours en train de demander de la nouveauté à Disney tous les ans. Mais est-ce que alors en 2026, on va cracher sur Epic parce qu'ils vont rien sortir derrière? Je pense pas. Donc à un moment, il faut être honnête aussi. Il faut faire la même chose avec les deux. Alors, est-ce que toi, Eve, qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même un projet hyper ambitieux quand même que l'ouverture de ce troisième parc à Universal, Epic Universe. Est-ce que selon toi, ça va venir bousculer un peu la hiérarchie des parcs d'attractions du côté d'Orlando? Bah, moi, clairement, ce parc, il me fait très, très envie. Franchement, quand tu vois les concept art, et tu vois, j'ai fait, Universal à Hollywood, en Californie et j'ai fait celui de Floride, mais qu'une fois et en plus, il pleuvait. J'en garde un très mauvais souvenir parce que c'était que des attractions 4D. À midi, j'avais un mal de crâne pas possible. Parce que la 4D, j'en pouvais plus. Et là, tu vois, ce que je vois, c'est beaucoup de coasters, beaucoup de 4D avec des univers et ça me donne envie d'y aller à fond, tu vois. Donc là, je suis très, très Universal, mais d'un autre côté, ça me fait pas du tout peur pour Disney. Parce que Disney, ils vont t'offrir quelque chose que Universal n'a pas. On va chercher la magie, on va chercher une ambiance qu'il n'y a pas, je pense, chez Universal. Et pour moi, c'est deux choses différentes qu'on ne peut pas comparer. Elles sont plus complémentaires mais l'un ne va pas enlever ce que l'autre a. Complètement Une des d'accord avec ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de concurrence pour moi. Et ça, pour moi, c'est une non-question parce que de dire est-ce qu'on a peur pour Disney parce que Universal va sortir ça? Non. Universal est arrivé après Disney. Et pourquoi ils sont installés là? Parce qu'il y avait Disney. Ils ont fait que suivre leurs pas. Et ils sont certainement pas en train de prendre leur place parce que
pouvez demander à n'importe quel fan Disney, il sera jamais plus Universal que Disney. C'est impossible parce qu'il y a trop d'historique derrière, il y a trop d'émotionnel derrière, ce qu'Universal ne propose absolument pas. C'est des rides, c'est ok, ils ont fait du travail maintenant sur le décor parce que sur l'Universal qui existe, il n'y a pour moi aucun décor. On se balade, il y a une attraction, on se balade, il y a une attraction, il y a des endroits qui sont vides, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de connexion. On fait une attraction pour faire une attraction, à part le land Harry Potter, qui est très joli. Mais sinon, ils n'ont jamais travaillé sur un décor avant ça. On ne se sent pas du tout immergé pour moi. Et c'est là qu'effectivement, pour moi, ce n'est pas du tout le même public même. Je dirais, pour les deux parcs. Là où ça peut être flatteur pour Disney, c'est que justement, on a l'impression, Niels, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, que en termes d'immersion, Universal s'inspire un peu de Disney et fait maintenant des lands hyper immersifs, entre autres le Wizarding World d'Harry Potter, le Super Nintendo World aussi avec Mario, c'est hyper immersif ça. Hein. Alors, oui, mais en même temps, c'est une tendance qu'on a pas mal dans les parcs d'attractions en général. Et là où tu dis que c'est pas le même public, Fanny, je suis d'accord avec toi. Hein. Bon, en vrai, je suis plutôt d'accord avec vous. Hein. Je pense pas que ce soit inquiétant pour Disney. Et j'ai rien contre Disney et tout. C'est juste un peu marrant de toujours taper dessus pour rigoler. Mais ne croyez pas que je suis anti-Disney à fond et que je pense que Epic va rétamer Disney ou qu'on y gagnerait à ce que Disney mette la clé sous la porte parce qu'il y a Epic Universe. Ce serait complètement ridicule. Mais je pense qu'il y a vraiment un public de Disney fans et un public de parc fans qui peut être différent. Et je pense que les parc fans sont en train de reprendre le dessus. Enfin, de ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de parc fans et de moins en moins de Disney fans. Et là-dessus, pour moi, la raison principale, c'est que Disney, ils font pas trop d'efforts en ce moment. Moi, je suis allé à DLP pas plus tard que la semaine dernière. Et franchement, l'expérience, elle était catastrophique. Je sais qu'il faut pas comparer les deux. Hein. Mais voilà, c'est vraiment, on sent de plus en plus que Disney prenne les gens juste pour des portefeuilles sur pattes. Là, pour 2025, on parlera sûrement des nouveautés, mais enfin, à Disney World, il n'y a quand même vraiment pas grand-chose. Alors, certes, ils ont annoncé beaucoup de choses à la D23, mais c'est des choses qui vont s'étaler sur 7-8 ans. Justement, je pense, à cause d'Epic Universe, ils se sont dit il faut qu'on annonce des trucs, sinon tout le monde nous attend au tournant. Mais c'est vrai que moi, je suis inquiet pour Disney, mais plus sur le long terme je trouve qu'ils se reposent beaucoup sur leur laurier. Et je trouve que quand on voit les efforts que font pas que Universal, mais tous les parcs d'attractions à travers le monde, ceux qui prennent de plus en plus de retard sur les nouveautés, sur l'inventivité, sur tout ça, c'est Disney maintenant. Et la preuve, c'est que Fanny, tu dis que Disney, Universal suit les tendances de Disney. Alors, c'était le cas pendant une grande période. Mais maintenant, si tu regardes, quasiment toutes les nouveautés de Disney ces dernières années, c'était des coasters. Et pour quelle raison? Parce que pendant des années, ils ont dit les coasters, c'est un truc de beauf, c'est fait pour les Six Flags et les parcs pour ados. Et nous, on veut pas de ça chez nous. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement la mode des coasters qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont un retard de fou à rattraper là-dessus. Et sans parler de trucs très, très sensationnels, c'est vrai qu'il manque ça manque de coasters dans tous les parcs Disney du monde. Et on sent que là-dessus, ils sont en train d'essayer de rattraper Universal, comme on fait un de leurs arguments principaux. Non, je pense pas que c'est le manque de coaster, je pense que c'est un choix parce que justement, c'est plutôt pour les familles et que quand on vient en famille, on essaye d'aller faire les attractions avec les enfants et du coup, les coasters, tu peux pas. Moi, par exemple, quand je vais avec mon fils à Disney, je peux pas faire Tron avec lui, je peux pas faire Gardien avec lui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils proposent ça pour une autre catégorie de personnes qui vont dans les parcs. Mais au départ, c'était vraiment que pour les familles. Donc, c'est pas qu'ils suivent Universal, c'est qu'ils suivent une tendance par rapport au marché, par rapport aux guests qui viennent aujourd'hui. Et c'est là qu'ils évoluent.
Et c'est sûr qu'après, c'est difficile d'évoluer parce qu'ils font des choses à chaque fois tellement poussées que c'est pas juste poser un coaster là. Il faut connaître quand même le processus de Disney pour sortir quelque chose. Moi je connais comment ça fonctionne pour n'importe quelle couleur de parquet, couleur de mur, ça va prendre des mois et des mois. Donc c'est pas que l'innovation, c'est aussi tous les décors autour, c'est extrêmement travaillé. Il y a plusieurs services qui vont se mettre dessus. Chaque attraction a une histoire derrière. Il faut savoir que, vous le savez bien, pour les maisons hantées, chaque maison hantée a une histoire différente. Il y a des livres qui sont écrits dessus, il y a des scripts, il y a des scénarios. Ils en ont même fait après des films parce qu'il y a une vraie histoire dessus. Ils sortent pas une attraction sans qu'il y ait une histoire derrière, sans qu'il y ait une ambiance, sans qu'il y ait une immersion, sans qu'il y ait des personnages rapportés. Et ça, c'est un travail beaucoup plus gros que juste un coaster. Donc, Après, Universal, ça fait une bonne dizaine d'années qu'ils sortent plus rien non plus sans une vraie histoire, une vraie recherche et une vraie thématisation aussi. C'est plus une tendance générale des parcs d'attractions. À part Harry Potter, qu'est-ce qu'ils ont sorti avec une histoire et une... T'as Pets, celui d'Hollywood. Ouais, non, mais là, on parle en Floride, celui de Floride. Qu'est-ce qu'ils ont sorti avec là, on parle d'Epic Universe. Epic Universe, c'est pensé de bout en bout chaque centimètre carré du parc. D'accord, parce qu'on parle d'Epic, mais avant ça, tu dis les dernières années. Qu'est-ce qu'ils ont fait les dernières années alors? Velocicoaster, c'est plein de détails, il y a toute une histoire, c'est tout réfléchi, ce genre de choses. Et toutes les nouveautés sont comme ça, maintenant. Mais dans tous les parcs du monde, quasiment. J'adore ce débat. Parmi les raisons d'être inquiet, il y en a qui sont inquiets parce qu'ils se disent Epic Universe va un peu asphyxier Walt Disney World, en tout cas aller chercher la clientèle de Disney. À l'inverse, certains sont inquiets en se disant c'est l'ouverture d'Epic Universe. Tous ceux qui vont aller à Epic Universe vont aussi aller à Walt Disney World. Donc au niveau de l'affluence, ça va être l'enfer. Vous êtes plutôt... Bien sûr, mais bien sûr que c'est ça. Franchement, quand quelqu'un fait le voyage, que ce soit des États-Unis ou de l'étranger, tu te tapes des heures d'avion, tu as un budget de folie, tu vas en Floride, tu vas où? Pose la question à n'importe qui dans le monde. Il n'y a personne qui fait que Universal. Ben non. Soit les gens viennent, ils font que Walt Disney World, mais je connais personne qui est venu pour faire que Universal. C'est pour ça que je te demandais, est-ce que la hiérarchie va être bousculée parce qu'Universal ouvre un 3e parc, donc évidemment ça allonge la durée de séjour. Et en plus, il y a un nouvel hôtel. Il y a l'hôtel Helios qui ouvre au cœur de Epic Universe, mais il y a aussi les 2 autres hôtels qui ouvrent également en 2025. Bref, tout est fait pour aller chercher la clientèle de Disney et que les gens restent plus longtemps à Universal. Est-ce que... Ouais, mais quand tu dis aller chercher la clientèle de Disney, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller chercher une clientèle qui ne va pas aller à Disney pour aller chez eux. Ils vont aller chercher la clientèle qui va déjà à Disney et qui, en plus, en extra, va aller chez eux. Donc, ils vont peut-être effectivement rallonger leur séjour. C'était le cas parce que, justement, Universal manque encore d'offres par rapport à Disney World, ça, bien sûr. Et moi, je pense pas qu'il y ait de quoi être inquiet parce que, comme vous dites, moi, je pense aussi que c'est ça, que c'est plutôt ça va bénéficier aux deux. Et c'est pour ça que je parle de long terme, moi, parce que là, c'est sûr que Disney, ils ont fait les malins. Quand on leur a demandé, ils se sont fait interviewer, je sais plus qui c'est, je sais plus si c'est Bob Iger ou quoi, qui a dit il y a quelqu'un chez Disney qui a dit qu'avec les prévisions, Epic Universe bénéficierait plutôt à Disney World à cause de ça, justement, parce que ça allait ramener du monde. Donc ça, il n'y a pas de souci, oui. Mais moi, je trouve qu'ils ne s'inquiètent pas assez par rapport au retard qu'ils prennent, en fait. Parce que ne serait-ce que niveau innovation et tout, c'est un peu cata. Là, on en est au point où Donkey Kong, c'est un brevet d'Universal. C'est eux qui ont créé leur modèle de coaster, chose que Disney n'a jamais fait, par exemple. Et on sent que autant techniquement que niveau inventivité et tout, il y a beaucoup plus de choses chez Universal en ce moment. Et je parle même pas vraiment d'Universal, je parle de tous les parcs à travers le monde. Moi, je trouve vraiment que Disney se repose sur ses lauriers et je pense que ça peut leur coûter assez cher à long terme. Mais après, c'est sûr que pour 2025, ça va marcher et ça va ramener du monde et tout ça. Mais c'est vrai que c'est inquiétant. C'est inquiétant ce discours, justement, de dire nous, c'est pas, on a besoin de rien faire finalement, puisque les autres font pour nous, Universal fait pour nous et ça va nous ramener du monde chez nous. C'est quand même inquiétant comme discours, ça. Non, mais ils font pas. Dis pas qu'ils font rien non plus. C'est pas qu'ils font rien, ils disent qu'ils vont profiter de ça, ce qui est normal. Et c'est pas pour ça qu'ils vont rien faire. D'ailleurs, tout ce qui a été annoncé, ils l'ont fait.
Encore une fois, vous oubliez bien vite Tron, vous avez oublié bien vite Gardien de la Galaxie, vous oubliez bien vite tout Ils ce font qui a quand été même, donné à la une D23. attraction par an, voire 2. Oui, bien sûr. Ah non, mais Les moi, landes vont Disney être... World, moi, encore une fois, j'ai rien contre et je suis content de ce qu'ils font et de leurs nouveautés et tout. Mais Si c'est tu vrai que compares par rapport à Disneyland Paris, où il n'y a pas eu une ah oui, attraction ça c'est sûr. nouvelle depuis, je crois, 15 ans ou 20 ans, Ouais, mais me lancez enfin, pas sur c'est... Disneyland Paris. Bah non, mais- Non, mais on va rester très factuel. Il y a Epic Universe qui ouvre en 2025. Qu'annonce Disney pour 2025? C'est très simple. Ils ont envoyé un communiqué de presse pour faire le point sur ce qui allait arriver en 2025. Donc, on va rester très factuel. La première chose que Disney annonce, c'est la réouverture de Test Track, rénovation d'une attraction déjà existante. D'ailleurs, au passage, ce sera plus sponsorisé par Chevrolet, mais par General Motors, je crois. Voilà, c'est juste un changement de partenaire. Nouveau décor, nouveau véhicule, mais c'est une attraction qui existe déjà. Deuxième chose qu'ils nous annoncent, c'est Zootopie à la place de It Tag to Be a Bug à Animal Kingdom à l'hiver prochain. Ça encore, c'est une rénovation d'attractions déjà existantes. c'est une La troisième rénovation, chose, mais il sort sur la tendance, puisqu'il y a Zootopie 2 qui sort, donc ils restent dans l'air du temps et ils sont à jour par rapport à ce qu'ils font. c'est vrai. En termes d'attraction, en fait, finalement, en nouveauté, il n'y aura que ça, à tel point que du coup, Disney Et nous encore, annonce... c'est le même ride system. Hein. Ils changent pas les tracks, ils changent juste les décors pour Indiana Jones. Hein. Ouais, mais alors attends, Indiana Jones, c'est même pas pour 2025. Ce qu'on nous dit dans le communiqué, c'est si vous voulez profiter de dinosaures, c'est en 2025 ou jamais. Parce que après, derrière, il y aura les travaux pour transformer l'attraction en Indiana Jones. Donc, en termes d'attraction, c'est tout ce que le communiqué nous dit. Je suis très factuel, hein, honnêtement, c'est pas pour taper Ouais, mais sur en même l'un ou temps, regarde, ils viennent de refaire Tiana, ils viennent de sortir Tron, ils viennent de faire les Gardiens de la Galaxie, ils ont déjà fait quand même Oui, pas mais mal tu vois, plus, à part les Gardiens de la celle de Galaxie, ils n'ont Vaiana. rien créé de zéro. Le Tron, Bah, c'est pas de zéro? Tron, c'est zéro. Tron, c'était à Shanghai. Mais c'est Disney quand Oui, même. mais je veux dire, elle est Oui, nouvelle, Et l'attraction, ça, personne ils la ont fait connaît. une nouveauté en 10 ans, quoi. Non, mais Et on vous parle l'avez pas compris, du fait que ça marche pas terrible, Tron, hein, parce que franchement, il y a quand même pas grand vous monde. l'avez compris, dans cet épisode, on grossit volontairement le trait pour ouvrir le Bien débat. sûr. Hein. C'est le premier Évidemment. truc que j'ai Après, Indiana Jones qui Rappelle va pas. ouvrir, pourquoi ça ouvre en 2026? Parce qu'il faut savoir que cet endroit-là va être complètement fermé pour faire un nouveau land, parce que tout le land des dinosaures va être complètement détruit pour faire un nouveau land entier. Donc c'est pas que cette attraction-là qui va être thématisée et qui va prendre du temps, non, c'est un nouveau land entier qu'ils vont construire. Donc Oui, ça mais je fait pourrais te partie de répondre quelque qu'ils font chose. ça parce qu'ils essayent de rattraper la casse de leur horrible land dinosaure, dont tout le monde est d'accord Mais pour dire non, que c'est il est pas pas J'adore le horrible, land arrête dinosaure. de dire ça. Il est trop bien le land dinosaure. C'est je là suis que Alain vénère, me moi. manque dans ces moments. Il manque le petit fouet pour faire schlack, tu sais. Ça, ce sera pour Indiana Jones, c'est pas maintenant encore. Bon, en parlant d'Alain, écoute, je viens de recevoir un message. Il dit qu'il est toujours dans les bouchons. Ça roule par séquence de 5 le minutes. pauvre. On espère qu'il va réussir. Ouais, moi aussi, j'ai reçu un message. Il dit Nils, arrête, j'adore Disney, je déteste Ah ouais Universal. Ah, c'est dingue. Combien tu l'as payé? Allez, dans le communiqué de Disney également, il y a la partie attraction, mais il y a la partie spectacle aussi. Il y a un nouveau spectacle qui va remplacer le spectacle sur Cars, sur Flash McQueen. C'était Lightning McQueen Academy qui a fermé désormais. Ça va être remplacé par un spectacle sur les vilains. Ça, c'est au parc Hollywood Studios et ça ouvrira en 2025. Autre spectacle aussi qui arrivera en 2025, c'est Disney Starlight. C'est une nouvelle parade nocturne. Je vois que Eve a sorti sa petite peluche de Dinoland pour défendre fièrement Exactement. Land. Disney Starlight, voilà, nouvelle parade nocturne qui va voir le jour à Magic Kingdom. Voilà, ça c'est aussi un gros morceau quand on disait tout à l'heure, Disney écoute ses fans. Ça fait de nombreuses années que les fans réclament le retour d'une parade nocturne. Là, en l'occurrence, on peut donner un bon point à Disney parce que c'est quand même une des grosses annonces qui ont été faites pour 2025, le retour d'une parade nocturne, Fanny. Oh bah, tout le monde n'attend que ça. Je peux te dire que tout le monde autour de moi en parle et je pense que ça va être magnifique. Ils vont faire un truc de fou. Rien qu'avoir le dessin qu'on a là, ça me donne envie d'y aller. Pour vrai. avoir vu la parade nocturne à Disneyland, qui était quelque chose qui m'a vraiment marqué, voilà, je me suis toujours dit, mais faut qu'on en ait une ici parce que ce serait vraiment
quelque chose d'exceptionnel. Et à chaque fois que je parle des nouveautés, justement, plus même que tout le reste, c'est ça qui vient en avant chez les gens qui vont à Disney ici, les locaux. Au niveau de l'entertainment, au niveau du divertissement, autant sur les attractions à sensations fortes, on peut donner un bon point à Universal. Nils, je pense que tu seras d'accord avec nous pour dire qu'au niveau du divertissement, Disney est encore un cran au-dessus. Hein. Oui, mais ils rattrapent quand même calmement leur retard parce que si tu prends Bon Epic, il y aura des acteurs dans la zone des Horror Night et tout ça, etc. Mais tu vois, tu prends un spectacle comme Jason Bourne, pour moi, il tue tous les spectacles de Disney World, par exemple. C'est vrai. Pardon. Ça dépend ce que tu cherches comme émotion. C'est sérieux? Ah oui, clairement. C'est ma plus grosse claque de spectacle ever. Je crois que c'est une vanne venant de toi, mais non, c'est sérieux, ok. En termes de technologie, c'est vrai qu'il est quand même vachement bien fait, ce spectacle Jason Bourne. Après, en termes d'émotion, c'est sûr qu'on n'est pas sur le même niveau. Fantasmique, tu t'ennuies à mourir pendant les effets d'eau, là. Il y a quoi d'autre qui peut valoir? Si, les jeux nocturnes. Moi, j'adore Harmonious, j'adore Happily et tout ça. Donc là-dessus, oui, je suis d'accord que pour ce c'est vrai que Happily Ever After et Jason Bourne, c'est vrai que voilà, Jason Bourne. Oui, mais c'est pas le même style de spectacle, tu vois. C'est pas du tout le même genre de truc. Là, forcément, si tu compares Trois Fontaines sur le lac d'Universal Studios la nuit tombée ou bien Happily, évidemment que c'est la grande force de Disney. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allé à DLP, hein, c'était pour les spectacles nocturnes, on va pas se mentir. C'est le seul truc un peu intéressant. Et d'ailleurs, je suis content qu'ils aient rajouté un spectacle de drone à Springs et tout. Pour le coup, pour moi, c'est ça la grande force de Disney. Mais après, si tu prends les spectacles en intérieur, dans une salle où tu t'assois... pour moi, Universal sont meilleurs. Je m'amuse plus devant Jason Bourne, je m'amuse plus au make-up show et tout ça parce que y a. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est pas le même style et que c'est pas la même cible, hein, forcément. Moi, ce que je reproche à Disney World, c'est de pas vouloir changer leur parade. Ça fait quand même, je sais pas, 15 ans, Fanny, qu'elle est là. Ouais, mais ils font des petites accommodations pendant les fêtes. Ouais, mais bon, une vraie nouvelle parade, je pense qu'il est temps de la changer, tu vois. Ça, je pense attention, faut faire attention aussi, parce qu'il faut pas oublier que quand ils changent quelque chose, tout le monde demande du changement, mais ils se font défoncer à chaque fois qu'ils changent, comme Happily Ever After qui est parti et qu'ils ont dû faire revenir. Ouais, ils essayent, et puis les fans n'adhèrent pas forcément à ce qu'ils font derrière, même si c'est très bien, parce qu'encore une fois, il y a l'émotionnel derrière, il y a une connexion à Disney, et eux, ils ont plus de difficultés du coup à changer des choses parce que tout de suite derrière, c'est backlash sur les réseaux sociaux, c'est les lettres de fans, donc ils marchent sur des œufs, quoi. Oui, mais le problème, c'est qu'ils écoutent trop les fans. De toute façon, c'est comme avec le ciné, il y a qu'à regarder les nains de Blanche-Neige qui sont devenus pas des nains, puis des nains en 3D, puis plus des nains, puis machin. C'était vraiment, chaque fois qu'il y avait qui prenait une décision, il se prenait un coup derrière et il changeait d'avis et rechangeait d'avis. Et au bout d'un moment, il faut arrêter d'écouter les fans parce que chaque fois qu'il y a une nouveauté, si elle est assez qualitative, les gens vont râler au début parce qu'ils sont nostalgiques et les gens adorent râler en général. Mais une fois que les gens s'y ont fait, par exemple, Tiana, on n'entend plus grand monde parler de Splash Mountain. Ouais. Plus ça va, plus c'est accepté. Alors qu'au début, c'était vraiment 100% de qu'est-ce que vous faites, c'est une honte et tout ça. Donc au d'un moment, il faut aussi qu'ils se fassent confiance. Et pareil, quand tu dis il faut 3 semaines pour valider un parquet et tout ça, pour moi, c'est un vrai problème aussi. Et c'est un vrai problème qu'ils ont, Disney, c'est que du coup, tout prend un temps fou. Et c'est dommage parce qu'au bout d'un moment, il faut se faire confiance aussi et savoir qu'on a des gens talentueux qui bossent avec nous et tout ça. Et tu peux pas être en avance sur tout le monde quand il te faut 6 mois pour valider un dessin, quoi. Ça, c'est le problème de Disney parce qu'aujourd'hui, regarde, si Disney veut toucher, je dis une bêtise, une attraction, allez, on va dire, il va le toucher à Space Mountain. Ou pire, avec quelque chose avec un personnage, il va le toucher à Blanche-Neige. Ils vont se faire démonter. Maintenant, si Universal veut changer les Transformers, tout le monde s'en fout. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Donc ça, c'est la corde sensible avec Disney. Et c'est là aussi qu'ils sont victimes de leur succès et victimes de leur image. La licence, c'est leur fonds de commerce aussi. Oui, mais alors justement, ça ouvrira un autre débat. J'ai envie d'ouvrir ce débat parce que plusieurs fois dans cet épisode, dans ce podcast, on a dit Disney utilise-t-il trop sa licence? Y a-t-il trop de Disney dans les parcs Disney, en gros? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que, justement, parce que quand vous dites Disney écoute les fans, oui, Disney écoute les fans en mettant du Disney partout, mais les fans, les puristes, les fans parcs que nous sommes, quand ils touchent à une attraction iconique,
pour y mettre de la licence, on n'est pas forcément toujours d'accord. Juste prendre l'exemple de DLP à Disneyland Paris, tu demandes aux fan park puristes s'ils préfèrent Space Mountain ou Hyper Space Mountain version Star Wars. Tout le monde réclame. Space Mountain qui donne. Space Mountain. Voilà, tout le monde réclame le retour à Space Mountain, à cet esprit Jules Verne qu'avait le Land. Voilà, donc C'est magnifique d'ailleurs. C'était magnifique. voilà, quand on dit Disney écoute ses fans, quels fans ils écoutent? On ouvrira le débat. On ouvrira le débat Ils tout à l'heure. n'écoutent pas ce Disneyland Paris de toute façon, ça. Voilà. Mais ça peut être intéressant d'ouvrir Ça ce les débat-là. intéresse. On y reviendra tout à l'heure. Autre spectacle aussi qui arrivera en 2025 à Disney World, nous annonce le communiqué, c'est le spectacle sur la petite sirène. Et là encore, c'est un retour, même si on nous annonce des modifications. Ce spectacle Little Mermaid avait fermé ses portes lors de la pandémie de Covid, n'a toujours pas rouvert depuis, et Disney avait annoncé une réouverture fin 2024. Finalement, cette réouverture a été repoussée, ça sera finalement en 2025. Là encore, est-ce que c'est pour avoir de quoi nourrir les fans en 2025 qu'on a repoussé cette ouverture ou... Non, je sais pourquoi. Ah bah alors Ça tu vas nous le dire. m'étonnerait quand même. Je ne tomberai pas dans le. Non, ils ont eu des soucis dans la complotisme. salle. Elle est restée fermée trop longtemps. Il y a eu des soucis d'humidité. Ils ont eu du moisi dans les murs Et la et petite sur les sièges, ce qui fait que ça a retardé les travaux. de C'est pas du tout moisi. stratégique, c'est qu'ils étaient vraiment en retard. Et ça donne Pour ceux quoi qui ce sont- spectacle? Ce concept-art, il m'intrigue. Toi, tu l'as Bah, fait, Fanny? c'était une comédie musicale en fait. Hein. Ok. Ah, ça fait très, ça ressemble beaucoup au spectacle qu'ils font sur la Disney Cruise Line. T'as le stage et t'as après les personnages qui viennent. Oui, c'est chantant, donc c'est Ok. un spectacle. Mais ce qu'on voit là, c'est quoi? C'est un écran? Alors justement, Disney a annoncé que ce serait un mélange d'écran et de décors réels sur scène. Moi, l'image qu'on Ok. voit là me fait penser à... Comment s'appelait ce spectacle? Tu vas me le dire, Eve. Je Animagique. vois. Oui. Animagique à Disneyland Paris, où on utilisait C'est ça. justement la lumière noire, Je pense comme que on ça va être à l'appelle. peu près la même chose, ouais. Donc ça me fait penser à ça, moi, ce visuel. Enfin voilà, en tout cas, Attends, ça attends, arrive. dire que ça va être un spectacle comme Together à DLP où il y a genre des gros écrans LED de très bonne définition derrière et des vrais décors qui viennent se mettre devant, c'est ça? C'est ce qui Un est peu annoncé. comme Jason Bourne. Ouais, je me demande où ils ont trouvé l'inspiration. Allez, autre chose que nous annonce Disney en 2025, c'est l'ouverture d'un salon, un lounge inspiré de Spaceship Earth. Méga clé. Bon voilà, donc ça c'est dans les services, c'est dans l'offre de services. On n'est plus du tout dans les attractions ou dans les spectacles. Et puis on aura également un lounge Pirates des Caraïbes. Voilà. Il a l'air trop beau pour le coup. Ouais, c'est vrai que ça a l'air plutôt canon. Et c'est tout. Voilà, Ah, c'est tout canon, ce qu'il y a pas dans le mal. communiqué. Ouais, mais c'est pas tout. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas mal pour une année. Ils viennent déjà de faire pas mal de choses. Donc, Oui, tu parles que sur une année là. Tu parles pas de ce qui s'est passé Ah, l'année d'avant, tu parles pas de ce qui va se passer l'année d'après. C'est pas Exactement, tout. je parle que sur 2025. Mais forcément, tous les projecteurs sont braqués sur Epic Universe en 2025. Attendez, Est-ce que parce c'est que l'année dernière, vous c'est dites pas un peu de léger Disney, mais Universal, ils ont quand même ouvert le shooter des mignons. Donc, ça se pose Ouais, là tu quand l'as même. fait Hein. Ça envoie du steak. Hein. Est-ce que tu l'as fait? Non, je ne l'ai pas fait. Mais je Voilà, plaisante. on en reparlera après alors. Non, je plaisante. Non, mais est-ce que c'est Bienvenue à pas... la foire, hein. Encore La une fête fois, foraine. je vais grossir le trait. Encore une fois, vous connaissez mon amour pour Walt Disney World, évidemment. Sinon, je n'aurais pas créé GoWDW, mais je vais grossir le trait volontairement. Mais c'est pas un peu léger, franchement, comme réponse de Walt Disney World pour 2025? Bah, je non, pense parce que c'est juste pas une réponse. Ils ont Bah, voilà. juste. Enfin, c'est une c'est année leur comme une autre pour programme. eux. Et Ouais. après que. Voilà, je sais pas si c'est une bonne idée d'en faire vraiment une année. Enfin, je sais pas s'ils auraient pas dû réagir quand même un peu plus. Mais pour le coup, je pense pas que ce soit une réponse et je pense pas qu'il y ait de vrais duels en fait. Ouais, je pense pas qu'il y ait des besoin de D'accord pour le coup. réponse. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils auraient dû en faire une réponse et un peu plus envoyer du steak comme ils ont pu le faire avec Rise of the... Enfin, comme ils ont pu le faire avec Star Wars après l'ouverture d'Harry Potter? Peut-être. Mais moi, je pense que oui. Mais pour le coup, c'est vrai que de dire 2025, il n'y a que ça, donc vraiment, ils sont lèches par rapport à Universal. C'est vrai que ça n'a pas trop de sens, sachant que c'est pas du tout le même calendrier, c'est pas du tout le même business plan quand tu ouvres un parc entier
ou quand tu es dans un truc déjà existant et que tu veux un peu l'agrémenter et tout. Parce qu'à ce niveau-là, on peut aussi regarder du côté d'Islands et de Universal Studios. Il y a aussi des nouveautés de prévues bientôt. Là, ils ont fermé Poséidon. On ne sait pas encore trop ce qu'ils vont en faire, mais on sait qu'ils vont construire dans les prochaines années quelque chose. Voilà, les parcs ne sont pas non plus laissés à l'abandon, forcément. En fait, c'est un peu deux côtés du même business. Le côté on entretient ce qu'on a déjà et le côté on ouvre un tout nouveau parc. Je sais pas si c'est si comparable que ça. Parce que si tu fais alors dans ce cas-là pour 2026, fais la même chose pour 2026. Il y a Epic en 2025, ouais, super, mais 2026 alors Disney, plein de choses, Universal, que dalle. Oui, mais alors à ce moment-là, tu peux réfléchir en nombre de nouveautés chez Universal. Si tu commences à compter chaque nouvelle attraction comme une nouveauté chez Universal, et Disney se fait vraiment Ouais, mais si on massacrer. part sur une base d'une année, bah voilà. Ouais, c'est la ça, même chose. c'est ce que je dis, tu vois, c'est pas le même timing. Ils ouvrent un parc entier, donc on peut pas comparer avec des nouveautés sur Walt Disney World. C'est sûr qu'ils vont pas ouvrir un C'est parc vrai. entier en Bon, tu réponse, fais mal ton travail, Jérôme, c'est ça qu'on essaie de Ouais, t'expliquer. En fait. Vous faites les transitions pour moi. Effectivement, on va embrayer sur les années suivantes et on va en venir à ce débat que j'avais envie d'ouvrir également. Est-ce qu'il y a des raisons d'être inquiet sur la stratégie de Disney, à savoir mettre toujours plus de Disney dans les parcs Disney? Vous avez sûrement vu ce petit avis Google qui traîne parfois sur les réseaux sociaux, un avis Google sur Disneyland Paris où quelqu'un a écrit: le parc est bien, mais il y a trop de Disney. Voilà, c'est drôle. Évidemment, on est à Disneyland, c'est drôle. Mais ceci dit, ça pose une vraie question parce que j'ai fait voilà, tout ce qui me passait par la tête, je l'ai noté et j'en oublie très certainement. Mais si on ne prend que Disneyland Paris, on a quand même pas mal de choses qui se sont transformées dans lesquelles Disney a inclus sa licence. On va parler par exemple de l'hôtel Cheyenne qui est maintenant un hôtel dans l'esprit Toy Story, du Santa Fe qui a été rethématisé Cars, le New York en Marvel, le Disneyland Hotel sur les princes et princesses. Ça n'est que pour les hôtels. Le Rock'n'Roller Coaster aussi avec la licence Marvel, le studio Tram Tour qui est devenu avec Flash McQueen ce qu'il est devenu, on va pas ouvrir le débat. Ouais. J'ai rien dit. Avec Star Wars, on le disait tout à l'heure, ça ce n'est que pour Disneyland Paris. À Walt Disney World, là encore, si on remonte des années en arrière, il y a plein d'exemples, mais on va prendre que les dernières années. Maelstrom qui disparaît pour laisser place à la Reine des Neiges, le Great Movie Ride transformé en Mickey et Minnie Runaway Railway. Dans les hôtels, le Polynesian qui inclut des touches de Vaiana, le Contemporary qui a des chambres sur les Indestructibles, et puis dans les années à venir, Rivers of America qui va devenir une zone Cars, Rock'n'Roller Coaster qui va inclure une licence Muppets, les Muppets de l'autre côté détruits pour Monstres et compagnie, Dinoland qui était aussi un land en dehors de la licence Disney, il va être effectivement transformé pour y inclure des licences Disney, Indiana Jones, Encanto, etc., etc. Bref, la question, elle est celle-là. Est-ce que la stratégie de Disney est la bonne de mettre du Disney partout ou est-ce qu'il faut garder, et je m'adresse à toi en premier, Fanny, parce que je connais ton amour pour les attractions vintage, est-ce qu'à ce rythme-là, on n'est pas parti tout droit vers la disparition de Carousel of Progress, par exemple, vers la disparition de The Hall of Presidents, vers la disparition d'attractions iconiques qui vont disparaître parce que Disney veut mettre du Disney partout? Alors, autant ça me briserait le cœur de voir le carrousel fermé, autant s'inquiéter de la stratégie de Disney qui a une expérience dans les parcs depuis 75 ans, je n'irai pas jusque-là. Je pense que s'ils font ça, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est justement une très bonne stratégie. Et pourquoi il y a de plus en plus de licences? Parce qu'ils ont de plus en plus de matière. Et la matière-là, elle fonctionne, ils le voient, les films marchent, les musiques. Je sais que moi, mon fils de 3 ans, c'est Moana à fond maintenant, parce qu'il y a le 2 qui est sorti. Ils sont Zootopia aussi. Moi, sans le savoir, je mets des films à mon fils, je lui mets tout de Disney. Et il va de lui-même vers les licences qu'ils sont en train d'utiliser. Il n'a aucune notion de stratégie, de quoi que ce soit. Mais lui, c'est Moana, Zootopia, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, je pense qu'ils sont au contraire très forts. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'attirer les nouvelles générations. Nous, on est les anciens, on est déjà accrochés, on est déjà dans la poche. Même si demain, ils ferment Carousel, je serais super triste, mais c'est pas pour ça que j'irai plus à Disney. Par contre,
les enfants aujourd'hui qui n'ont aucun attachement peut-être à Carousel of Progress vont fuir les parcs parce qu'il n'y a pas de choses nouvelles pour eux, il n'y a pas cette connexion qu'ils ont toujours créée avec les nouveaux personnages. Comme moi, par exemple, j'ai pas de connexion particulière avec vraiment les anciens classiques. Robin des Bois, tout ça, je les ai vus, mais c'est pas ça. Moi, c'est plus ceux de ma génération. Et ils travaillent comme ça avec les générations. Nous, aujourd'hui, on est plus âgés, mais ils sont en train aujourd'hui d'attraper les enfants. Comme il y a 20 ans en arrière, ils l'ont fait avec mes enfants qui sont ados aujourd'hui et qui vont toujours à Disney. Et ils sont super forts là-dedans. Et il faut que ça continue. Et Walt l'avait dit, le parc, c'est quelque chose qui ne finira jamais. Il ne voulait pas que ça finisse, il ne voulait pas que ça reste comme ça. Il fallait que ce soit toujours en mouvement, toujours de l'innovation, toujours des nouveaux thèmes. Et ça, ils ont aujourd'hui de plus en plus de matière avec Marvel, etc. Et on le voit même dans les bateaux de croisière. Hein, le Destiny prochain, ça va être Spider-Man. Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que Walt aurait voulu que Groot et Marvel s'invitent dans It's a Small World à Tokyo, par exemple? Parce qu'on est sur une attraction iconique, mais c'est toute la question. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce que c'est le bon chemin? Ouais. Quand tu écoutes justement des interviews de Walt et quand tu lis des choses sur lui, tu voyais qu'il était vraiment un visionnaire et qu'il aimait tout ce qui était technologique. C'est lui qui a inventé les animatroniques. C'est lui qui a été le moteur de tout ça. C'est lui qui a fait le premier animatronique de ses mains. Si vous allez d'ailleurs à Hollywood Studios et que vous allez voir le fameux show où ils expliquent tout sur la vie de Walt, il y a son fameux petite marionnette et il a voulu travailler aussi sur Monsieur Lincoln. Il a travaillé sur les Tiki Birds. C'est lui qui a mis en place toutes ces animations qu'il y a dans les parcs aujourd'hui. Sans lui, ça n'aurait pas existé. Et c'était de l'innovation, c'était un créatif. Et je pense qu'aujourd'hui, 75 ans plus tard, parce qu'il faut savoir quand même que Disneyland s'est ouvert en 1955, que Walt il est mort en 1966, il n'a même pas vu Walt Disney World. Donc, qui te dit qu'il n'aurait pas même fait encore plus d'innovation aujourd'hui? Je pense pas que ça le dérangeait. Il n'a jamais exprimé le souhait que ça reste comme c'était. Et au contraire, lui, ce qui le frustrait, c'est de ne pas avoir assez de place et de ne pas avoir assez de technique pour mettre ses rêves vraiment en activité dans ses parcs. Donc, je pense que, ouais, pourquoi pas, il aurait peut-être bien aimé ça, ouais. Et quand on disait tout à l'heure, Disney écoute ses fans, je rebondis sur ce que tu disais sur les Tiki Birds, là, Tiki Room, par exemple, à Disney World. Il y a quelques années, Disney avait inclus Zazu et Iago à l'intérieur, donc deux personnages de sa licence, Aladdin et le Roi Lion, à l'intérieur de The Enchanted Tiki Room. Ça n'avait absolument pas plu aux fans et Disney est revenu à l'ancienne version. Donc, comme quoi, il en faut aussi pour les puristes, mais aussi pour les générations futures, comme tu le dis. Eve, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, encore une fois, je grossis le trait, la question est volontairement un peu tirée par les cheveux. Est-ce qu'il y a trop de Disney? Provocatrice. Moi, franchement, alors moi, je suis le bon public parce que moi, justement, ces franchises-là, c'est celles qui vont m'attirer, qui vont me plaire parce que moi, je suis pas très vieux dessin animé, tu vois, tout ce qui est les princesses, tout ce qui est comme les Robin des Bois, les Aristochats, pour moi, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est Pixar, c'est Marvel, c'est Star Wars, et moi, c'est ça qui va me faire venir et qui va me donner envie. Et au contraire, justement, moi, ce qu'ils annoncent, ça me plaît. Le fait qu'ils l'intègrent dans les hôtels, je trouve au contraire que c'est ce que les gens cherchent quand tu vas à Disney, tu cherches un hôtel thématisé Disney. Par exemple, tu vois, moi, le Coronado, eh ben, il me plaît pas. Je le trouve froid, je le trouve. C'est pas un hôtel Disney pour moi, c'est un hôtel d'accord de grand standing. Mais quand je vais à Disney, j'ai envie d'être dans une bulle Disney, donc que les chambres soient thématisées. Pour moi, ça fait partie du voyage et c'est ce que je cherche. Et c'est pour ça que je vais souvent que dans les values, parce que ceux-là sont thématisés Disney. Donc pour moi, c'est pas un problème. Maintenant, effectivement, il y a certaines attractions comme le Haunted Mansion ou le Big Thunder Mountain ou ce genre de choses. J'aimerais quand même qu'elles restent puristes pour qu'il reste quand même une âme de ce qu'a été Disney, mais que pour les nouvelles, on leur donne de quoi, entre guillemets, attraper les nouveaux clients, puisque les jeunes, effectivement, c'est avec les nouveaux dessins animés qu'on va les avoir. Bon, c'est pas Nils qu'on essaye d'attirer en mettant de la licence Disney, finalement. Bah, moi, je suis assez polarisé là-dessus. Parce que d'un côté, c'est vrai que enfin, tu vois, moi, je suis un grand fan de Europa Park et Europa Park, ils ont quasi pas de licence. Et donc, quand ils créent une attraction comme Voltron, ils créent toute l'histoire, comme à l'époque et tout. Ils créent tout un lore, tout un décor où ils ont aucune limite et tout ça. Et ça rend le truc passionnant. Pour moi, c'est une de mes plus grandes claques et tout, et ça marche trop bien.
Et en même temps, c'est un vrai modèle économique de marcher sur des licences. C'est clairement celui de Disney, c'est pas pour rien qu'ils rachètent des milliards tellement de studios. Lucasfilm, la Fox et tout ça. Pourquoi ils rachètent ça? C'est pas pour pouvoir utiliser le logo parce qu'ils l'aiment bien. C'est parce qu'il y a des licences derrière et que ça ramène du monde. Donc moi, je trouve ça complètement logique d'un côté marketing. Je suis pas très fan de prendre des licences et de les mettre sur des trucs qui étaient inventés de toutes pièces. Mais je peux pas défendre Universal et descendre le principe de la licence puisque ça marche que avec ça. Encore que moi, je trouve ça cool qu'ils aient fait tout un milieu de parc sans licence, avec une histoire complètement originale. Mais c'est vrai que, surtout chez Disney et Universal, puisque c'est eux qui ont les moyens de se payer des licences, c'est un vrai business model que les parcs peuvent peut-être pas offrir. Et en même temps, même si je préfère les histoires originales, c'est pas évident, tu vois. Tu prends Voltron, par exemple, à Europa Park, et pour comprendre toute l'histoire et avoir tous les easter eggs et toute l'histoire de la file et tout, il faut aller voir le film 4D, tu vois, par exemple. Alors que l'avantage d'avoir une licence, c'est que tu as déjà l'histoire, tu as déjà les rêves, tu as déjà tout ça, et c'est quand même vraiment pratique, mais au risque d'appauvrir un peu le storytelling et de flemmardiser un peu les Imagineers et les gens qui développent les attractions en général, parce que c'est forcément plus facile d'immerger quelqu'un dans un monde qui existe déjà et t'as pas besoin d'essayer de lui raconter l'histoire avec du décor, avec des idées un peu plus inventives peut-être, quand t'as pas juste regardez le film et vous comprendrez, ou sinon tant pis pour vous, quoi. Oui, donc c'est une stratégie finalement sans risque pour Disney. Effectivement, tu le disais, on a la licence, on utilise ce qu'on a, mais une stratégie gagnante. Pour moi, oui, tu vas forcément gagner plus de fans. Enfin, genre des gens qui vont boycotter Disney parce que Splash Mountain, c'est devenu Tiana. Il y en a vraiment beaucoup moins que des gens qui vont y aller parce qu'ils aiment Tiana ou parce que, en général, ils aiment les licences. Forcément, ça déplace les gens, hein. Et c'est pas pour rien que, tu vois, par exemple, à l'inverse, tu prends une licence comme Astérix. Là, ils sont en train de tout refaire le parc Astérix pour être beaucoup plus proche de la BD, beaucoup moins s'éloigner de tout ça, avec que des zones qui ont des rapports avec les albums et tout. Et pour moi, ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils n'ont pas du tout assez de matière pour faire ça. Et ce qui fait que Astérix, moi j'adore les attractions, mais pour se balader, pour s'immerger et tout, c'est quand même pas terrible parce que le thème de base est très austère et au final, ça leur met plus une balle dans le pied qu'autre chose. Donc tu vois, c'est typiquement un parc où je préférerais qu'ils aient limite pas de licence et qu'ils fassent les attractions histoire par histoire. Voilà. Donc il y a des fois où c'est bien et il y a des fois où ça te bloque et tout ça. Donc je suis un peu polarisé là-dessus, ça dépend vraiment des cas. Mais en tout cas, je comprends pourquoi ils le font et ça marche. Financièrement, ça marche. Ah, oui, c'est ce que j'allais dire. Ça marche, effectivement. Il y a jamais ça marche aussi pour Universal, on va pas se mentir. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est vrai que ça fait plusieurs années que maintenant que ce podcast est lancé et plusieurs fois, on a souligné le fait que Disney incluait à chaque fois plus de sa licence dans les attractions. Et on n'avait jamais vraiment ouvert le débat là-dessus, donc je trouvais ça intéressant de l'inclure dans cet épisode. Est-ce que c'était une raison de s'inquiéter ou pas? Voilà, vous avez une partie de la réponse. C'est une stratégie gagnante pour Disney selon nous. Dites-nous vous aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant de discuter sur tel ou tel sujet, et notamment celui-ci. Une des preuves, en tout cas, ce qui symbolise le fait que Disney écoute ses fans, le plus bel exemple, c'est le projet de land sur les vilains. Ça fait des années que les fans réclament un land sur les vilains. Et ça a été annoncé. Alors là, on va au-delà de 2025, on va même au-delà de 2026. On parle à plus long terme, mais ce land sur les vilains qui va voir le jour, est-ce que c'est une satisfaction ou encore une fois une raison de s'inquiéter? J'entends par là, je vais peut-être un peu loin dans la projection, mais est-ce que ce land vilain, c'est pas finalement une croix définitive sur le projet de 5e parc? On parle de Epic Universe qui est le 3e parc d'Universal. Est-ce que le projet de 5e parc à Disney World, c'est toujours d'actualité ou c'est une utopie? Est-ce qu'on peut à la fois lancer des plans aussi ambitieux que le land vilain et se projeter sur un 5e parc, Fanny?
Je pense que oui, tout à fait, s'ils avaient envie de le faire. Après, est-ce que c'est vraiment un projet 5e parc? Je suis pas sûre, parce qu'ils en parlent depuis, je pense, 30 ans maintenant. Non, je dis une bêtise, mais depuis que le dernier parc a ouvert, ils en parlent, parce qu'en fait, je suis pas certaine qu'il y ait vraiment un projet de 5e parc. Je pense que le souci, c'est qu'il y a eu beaucoup de projets pour un 4e parc, et il y en a qu'un qui a été retenu. Et je pense que les gens font l'amalgame, justement, entre ces différents projets qui n'ont pas été retenus et un 5e parc. Donc, mais après, moi, s'ils me sortent des lands comme le Land Villa, qui va être immense, comme un Cars Land qu'ils vont nous faire, donc ils vont sortir 2 lands en même temps, ça me dérange pas trop qu'il n'y ait pas un nouveau parc. Parce que si voilà, on a 2 nouveaux lands qui vont se construire en 3 ans, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une 5e porte? Je suis pas certaine, quoi, tu vois. Donc après, moi, ça me convient d'avoir 2 lands en plus. Après, je sais qu'ils ont la place pour faire une 5e gate s'ils ont envie. Mais après, c'est toute une question de budget, etc. Moi, je me demande, je me projette, hein. Mais moi, dans la logique, pour moi, c'est un 5e parc qui arrive et ça plairait pas à tout le monde, mais je pense que ce serait sur Marvel aujourd'hui. Parce que pourquoi on n'a rien de Marvel à Walt Disney World? Dis-moi. C'est quand même bizarre. Campus. C'est plus pour les droits, mais. Campus Avengers, il est à Disneyland Paris, il est à Disneyland Californie. Ici, on n'a rien du tout. Pourquoi ils n'ont pas annoncé ça ici? Pourquoi on a un Land Villa, un Land Cars et rien de Marvel alors que ça cartonne? Peut-être qu'il y a quelque chose anguille sous roche, je ne sais pas. Alors Ils là, vont il peut-être le faudrait. développer à Epcot avec l'attraction des gardiens. Ça va peut-être s'étendre par la suite. Étendre à Epcot, ça me paraît difficile quand même. Mais un nouveau parc, pourquoi pas? Mais alors, est-ce que selon toi, Eve, l'annonce de ces nouveaux lands, Cars et Vilain, enterre définitivement le projet de 5e parc? Disons que le trou commence à se faire. Mais ouais, non, le 5e parc, moi, j'y crois pas trop. Ou pas dans un avenir proche. C'est comme le 3e parc à Disneyland Paris dont on entend parler Le fameux. et jamais sorti, hein. Et toi, Niels, est-ce que tu penses que Disney aurait dû répondre au 3e parc d'Universal par un 5e parc? Moi, je pense, il y a Fanny qui avait dit dans un autre épisode qu'ils avaient déjà 4 parcs et que ça leur faisait toujours un de plus que Universal. Moi, je trouve que c'est un argument intéressant et que, pour le coup, Disney World, ils n'ont pas le problème de place que peut avoir Universal, qui a dû faire un 3e parc surtout pour ça, parce qu'ils ne pouvaient pas augmenter la taille de leur parc déjà existant. Pourquoi faire un 5e parc quand tu peux faire... tu vois, là, Universal, c'est 5 lands. Donc, imagine que Disney rajoute 5 lands dans leurs 4 parcs. Au final, ça sert à rien d'avoir un nouveau parc, tu vois, ça marche pareil. Et déjà là, je trouve que la séparation entre les parcs, c'est vraiment purement géographique et au final, ça n'a pas tant d'intérêt que ça. Tu vois, si tu me rajoutes les lands d'Hollywood Studios dans, je sais pas, Animal Kingdom et que tu changes un peu le thème, ça me choque pas, tu vois. Ça reste la même offre, tu vois. Donc, pour moi, je pense pas que ce soit dans les tuyaux de faire un 5e parc. Et pour moi, déjà, le truc de Marvel, j'y crois pas trop, déjà parce que Marvel, c'est en train de quand même méchamment se casser la gueule, hein. Tous les nouveaux films marchent de moins en moins. Je parle même pas de la réception publique catastrophique depuis Endgame, tout ça. Il n'y a plus grand-chose qui marche à ce niveau-là. Mais surtout, il y a les droits. C'est toujours pareil, c'est cette histoire d'Universal qui a les droits de Spider-Man et tout. Pourquoi il n'y a pas d'Avengers Campus? Parce qu'ils n'ont pas le droit légalement, hein, tout simplement. De faire par exemple, Web Slingers. Ils auraient pu adapter et mettre un autre personnage à la place de Spider-Man. C'était pas obligé. Bien sûr, mais voilà, pour moi, ça vient de là aussi. Et donc, pour moi, si c'était un 5e parc, je sais pas si ce serait Marvel. En tout cas, vu que c'est pas avant, je pense, au moins 10 ans s'il faut un nouveau parc. Je sais pas l'état de santé de Marvel dans 10 ans, mais je pense pas que Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais après, moi, je disais ça plus par ouais. rapport à une histoire de thématisation, parce que si on parle d'un nouveau parc. Oui, c'est vrai que ce serait intéressant de voir. Voilà, pourquoi il n'y a pas un nouveau parc aujourd'hui avec les nouveaux lands? Parce qu'ils vont pas ensemble, tout simplement. Ouais, tu mets tout à Magic Kingdom parce que c'est la magie, donc les vilains, ok, Cars, ok. Bon, à la limite, tu peux mettre dans le même land. Puis Mais parce qu'ils ont la place aussi. Un nouveau parc, quel serait le thème pour mettre ces lands-là ensemble? Ce serait pas possible. Comme Enkento. Disney Channel. Ouais, je sais pas, mais voilà, il y a un truc. S'ils font vraiment un nouveau parc, il faudrait que ce soit un nouveau thème entier, parce que chaque parc a son propre thème.
Et Bah, c'est ils pour ça pourraient que je faire pense à un Marvel. parc que sur Pixar. Bon, après, Oui, pareil, oui, hein, pourquoi pas. Galaxy's Edge, c'est pas très Hollywood hein, comme thème. Hein, ils extrapolent un peu quand même. Hein. Bah Tiens, si, parce écoute, que c'est censé être justement les films, etc. Donc ça Oui, reste mais à ce moment-là, un Cars, film. c'est un film aussi, et les méchants, ils sont dans des films, donc tu peux tout mettre à Ah là, une je pense que c'est exposition plus au aussi. niveau de la place, par contre. Ouais, c'est ça. Oui, tu vois, comme Magic Kingdom, de toute façon, ils ont de la place. Autant faire Oui. ça. Et pour moi, le Land Villains, pour moi, c'est ça la vraie réponse de Disney World à Epic Universe. Et on va l'attendre un peu de pied ferme. Je sais pas s'ils ont déjà. Je crois pas qu'ils aient donné de date à peu près d'année. Ils ont dit ça J'ai pas viendra vu. un jour. Un peu. C'est ça, Jérôme? sur Sur le Land Bien. des Vilains. Ah, Ah y a non, pas sur de le date, Land des hein. Vilains, il y a pas de date. Non, non, c'est Ouais, vraiment. voilà. Mais Bon, c'est pas j'aimerais. Blue Enfin, Sky. C'est pas Blue Il n'y a pas Sky. de date, il n'y a pas de mais- détail, ouais, il il n'y n'y a a rien du rien, tout. Ils quoi. ont juste dit on le fera, quoi. Voilà. Promis, promis. Mais pour moi, c'est plus ça la réponse à Epic Universe et j'en attends beaucoup aussi. Et pour moi, c'est pas déconnant quand tu as déjà 4 parcs de répondre à un troisième parc, c'est-à-dire toujours un de moins que toi, par un nouveau gros land plutôt que par un nouveau parc. Et puis tu l'as dit, il y a eu le Galaxy's Edge qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 2019. Ça, c'est un land qui, même si dans les projections Disney s'attendait à ce que ça marche un petit peu mieux, en termes d'immersion, on y est. L'attraction, enfin, il y a quand même 2 attractions, dont une qui fait l'unanimité auprès Ah bah, c'est de mon attraction préférée au monde, même voilà, chez Universal. Hein. Puis, Rise of the je pense Resistance. pas, Voilà. avec Donc, tout ce que je suis hypé de Epic Universe, je pense pas que ça battra Rise of the Resistance. Hein. bon. En parlant de Galaxy's Edge, je voulais vous montrer cette petite lampe, cette petite déco murale. Regardez. Wow. C'est un auditeur de GoWDW qui fabrique des objets inspirés de l'univers Star Wars. Et vous avez donc, du coup, ça, vous pouvez l'accrocher au mur pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. C'est très joli. Et en plus, c'est personnalisable. Regardez, à l'arrière, on a GoWDW. C'est super joli. Je vais vous mettre l'adresse qui apparaît juste en bas de l'écran. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son shop, sur Etsy. Il y a des produits incroyables, notamment pour les fans de Star Wars, vous allez voir. Et d'ailleurs, mon petit doigt me dit, mais faut pas toujours croire mon petit doigt, mais en l'occurrence là, il faut le croire. Surveillez nos réseaux, puisqu'on pourrait aussi vous réserver une belle surprise en ce début d'année. Peut-être bien un concours, quelque chose à gagner. Enfin voilà, je vous en dis pas plus. Surveillez nos réseaux dans les prochains jours, mais on va bien démarrer l'année. Et si vous avez eu quelques petites étrennes à Noël et pour Nouvel An, ben voilà une bonne idée pour vous faire plaisir. Le lien donc s'affiche en bas de votre écran. On peut peut-être le dire à l'audio pour les gens qui nous écoutent sur Spotify. Bah vas-y Nils, je t'en prie. Ok, bah, je m'attendais à ce que tu le fasses toi du coup. Bah, du coup c'est sur etsy.com. Vous faites etsy.com/fr/shop/freed&co, donc free THREE, dit un D comme Damien, end comme AND, et co, CO, voilà. THREEDANCO. DANDCO, pardon. C'est la pire façon de dire le truc. Mais voilà, vous aviez qu'à regarder en vidéo. Exactement. Et comme ça, vous verrez en plus Nils dans la lumière. Vraiment, j'ai l'impression d'être enfermé à la cave. Dis-le, fais-nous un clin d'œil s'il faut qu'on t'aide et que tu es prisonnier. C'est Bob Iger. Il n'a pas aimé ce que j'ai dit sur les parcs. Il m'a enfermé. Bon, en tout cas, donc pas de raison d'être inquiet selon vous. Les nouveaux lands, selon vous, n'enterrent pas définitivement le 5e parc, ou en tout cas, s'il n'y en a pas de 5e parc, pour vous, c'est pas si grave que ça. Pas de raison d'être inquiet, donc. Non. Moi, Après, pour faut moi, pas jamais de dire raison d'être jamais, inquiet tout de suite, mais à voir. S'il y en a, de toute façon, c'est sûr que ce ne sera pas dans les 5 prochaines années avec tout ce qu'ils ont annoncé, mais voilà, on est tous encore là, Disney est encore là, Disney a depuis 75 ans dans les parcs, ils ont le temps, hein, je pense que leur stratégie elle est à long terme, hein, on n'est pas obligé de Il y a déjà faire suffisamment à faire avec tout ce qu'il y a. Exactement. Oui, mais c'est marrant parce que pour toi, Fanny, les 75 ans, c'est un argument pour. Moi, c'est plutôt un argument contre. Et j'ai l'impression qu'ils sont calmement en train de prendre du retard et de vieillir un peu, les pépères de chez Disney. Et pour moi, il faudrait qu'ils se mettent un petit coup de pied au derrière parce que là, ça passe parce qu'ils ont de l'avance. Mais petit à petit, ils vont se faire grignoter des parts et ça m'inquiète un peu pour le long terme. Expérience, Nils, l'expérience. Rien de votre expérience, t'inquiète. Ok, on verra. On en reparle dans 10 ans.
Donc, dans la saison 15, on en reparlera dans la saison 15. Voilà, on se le note. Hein. Rendez-vous dans 10 ans. Autre source d'inquiétude, en tout cas selon moi, c'est qu'inévitablement, cette nouvelle offre du côté d'Orlando, elle a des bons côtés, comme je pense que ce n'est pas un hasard si le parc Epic Universe ouvre le 22 mai et qu'Air France ouvre une liaison directe Paris-Orlando juste la veille, le 21 mai. Donc, ça a des bons côtés de voir une nouvelle offre du côté d'Orlando. Ça fait bouger un petit peu les compagnies aériennes. Cependant, le revers de la médaille, c'est qu'inévitablement, ça va jouer sur les tarifs. Je pense qu'une des raisons d'être inquiet, c'est qu'il faut s'attendre quand même, au-delà de l'affluence en 2025, à voir les tarifs considérablement augmenter, que ce soit du côté d'Universal comme du côté de Disney World, non? Bah oui et non, parce qu'au final, si tu regardes les prix qui sont sortis pour Epic Universe, pour moi, c'était vraiment en dessous de ce que je m'attendais et des retours que j'ai eus, c'était un peu un sentiment global. Ça reste très cher, mais tu vois, par rapport à Disney ou par rapport au prix que pratiquait déjà Universal, c'est pas spécialement déconnant. Et je trouve ça plutôt correct pour l'offre. Donc voilà. Après, il ne faut pas oublier que Epic Universe, c'est un nouveau parc qui tend à être augmenté au fil du temps aussi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas non plus c'est pas non plus la folie niveau offre. On n'est pas sur du Europa Park qui a créé en 50 ans beaucoup plus d'offres, par exemple, et qui a fait petit à petit aussi. Là, pour une ouverture, c'est très correct au niveau de l'offre, mais ça ne justifie pas non plus des prix ultra délirants. Et tout le monde s'est attendu un peu à ces prix ultra délirants. Et quand ça n'a pas été forcément le cas tant que ça, au final, quand il réfléchit, c'est logique, puisque ça reste un parc nouveau, certes, avec beaucoup de nouvelles technologies, très joli, très réussi et tout ça, peut-être, je sais pas, on verra quand on y sera. mais niveau off, c'est pas non plus de la folie, et donc ça justifie pas forcément un prix de malade. C'est pas aux clients de subir l'investissement d'Universal, quoi, au final. Mais ce qui est surtout dommage, moi, je trouve, dans l'offre, c'est que tu ne peux faire qu'une journée à Epic Universe, et ça, Oui, après, ça, c'est une technique d'offre. Ouais, mais c'est vraiment nul parce qu'une journée pour explorer un nouveau parc, bien je trouve sûr, ça oui. vraiment. Oui, mais ça va rester que quelques mois. Voilà, pour moi, c'est juste on a perdu Jérôme. temporaire et c'est une solution comme une autre pour calmer un peu le flux parce qu'ils attendent beaucoup de monde forcément à l'ouverture. Oui, et puis juste pour en revenir sur les tarifs, on a beaucoup parlé dans ce podcast des billets 14 jours au prix de 7 sur le site irlandais pour partir à Disney World. C'est une offre qui est valable normalement tout au long de l'année. Et là, quand vous regardez, alors au moment où on enregistre cet épisode, en tout cas, peut-être que ça sera revenu au moment de la diffusion, mais les billets 14 jours au prix de 7 ont disparu. Il y a toujours des billets 14 jours, mais ils ne sont plus au prix du billet 7 jours. Donc, est-ce que c'est parce que justement Disney n'a plus besoin de proposer cette offre pour attirer le public européen? On est peut-être un petit peu responsable aussi, honnêtement. C'est ta faute, Jérôme. On n'a jamais vu. On a trop survendu. On n'a jamais vu autant de publicité pour Disney World en Europe. Très honnêtement. C'est un truc de fou. Moi, quand je vais sur le web, il y a de plus en plus de pubs pour Walt Disney World en français. Disney a aussi invité beaucoup d'influenceurs. Ils m'ont pas invité, moi. Ils ont aussi invité beaucoup d'influenceurs français à Disney World pour faire la promotion de la destination auprès des Français et des Européens plus globalement. Dans tous les Disney du monde, d'ailleurs, on sent que c'est une stratégie globale. Parce que tu prends Fantasy Springs à Tokyo, c'est pareil. Il y a eu vraiment beaucoup de monde d'invités. Moi, j'ai au moins 2, 3, 4 influenceurs que je connais qui sont partis là-bas invités par Disney. Donc, on a l'impression que c'est un peu la destination à la mode. On y est peut-être aussi un petit peu pour quelque chose. Mais du coup, inévitablement, Disney en profite. C'est-à-dire que plus besoin de faire des promotions comme il y avait avant pour attirer les visiteurs européens. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est une raison d'être inquiet pour moi. Moi, ça m'inquiète. Je me dis... Après, est-ce que... Pardon, vas-y. Non, j'allais juste dire, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi parce que moi, j'avais regardé les tarifs justement pour au mois d'octobre, mais pour décembre, du coup, 2025. Et effectivement, je m'étais déjà rendu compte que les billets 14 jours étaient passés à 750 € ou quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, plus ça va, plus la destination devient chère. J'ai fait des comparatifs parce que tu sais, quand je fais mes budgets voyage, j'ai 12 000 fichiers Excel avec tous les prix enregistrés depuis des années et je garde tous mes fichiers. Et effectivement, je me suis rendu compte de l'augmentation
assez affolante des prix, mais ça, c'est partout pareil. Je veux dire, à Disneyland Paris, avant, on allait tout le temps à l'hôtel, maintenant, on n'y va plus du tout, c'est devenu hors de prix. Et ça, c'est vraiment le truc dommage de la destination, c'est que ça s'adresse de plus en plus à une population aisée et qui est loin du coup de l'idée de Walt qui voulait que ce soit accessible à tout le monde. Donc C'est moi, marrant parce ça que m'inquiète les finances. j'ai l'impression que Disneyland Paris veut plus des Français et qu'on dit aux Français, bah, allez voir ailleurs. Exactement. Ouais, Et c'est que ça. Disneyland Paris, il faut clairement leur chiffre sur l'étranger à je sais pas combien de pourcents, mais c'est de la folie. Ah oui, non mais Donc ça m'étonne pas et oui, c'est logique. Après bon, il y a aussi des biais, tu vois. Toi par exemple, tu vois beaucoup de pubs pour Disney World parce que t'es dedans, donc t'es ciblé forcément en premier pour ce genre de pub. Mais c'est vrai que c'est un problème qu'on retrouve dans beaucoup de parcs partout dans le monde. La flambée des prix, c'est un vrai problème dans la plupart des parcs. Et puis dans la plupart des milieux, hein. Moi je fais des concerts, c'est pareil, hein. C'est dans tout le divertissement, les prix explosent et c'est un vrai problème. Oui, c'est inquiétant, mais après, je pense pas qu'on puisse y faire grand chose et je pense pas que ce soit un problème de Disney World, mais plus un problème sociétal global. Vous pouvez retrouver ma conférence à la Sorbonne le 12 juillet. Ma conférence de sociaux, n'hésitez pas. Fanny, toi qui habites à 5 minutes des parcs et qui est très régulièrement, tu confirmes que malgré cette augmentation des tarifs, il y a toujours autant de monde, voire plus de monde qu'avant même? Il y a beaucoup de monde. Par contre, c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est que ça parle français. Alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était extrêmement rare. Et là, de plus en plus, j'entends des petites phrases françaises. Ça m'attire l'oreille tout de suite. Et Je vais ça m'est t'envoyer frappé avec ces années. je vais t'envoyer des flyers Go WDW, tu les distribueras. Dès que Voilà. tu entends parler, hop, tu les distribues à l'entrée. Envoie-moi une casquette. C'est vrai que les gens dans le parc, ça doit les intéresser de savoir comment organiser un voyage à Disney World. Et je pense même que oui, parce que tu sais, des fois, les gens viennent et ils sont un peu perdus, ils profitent pas de leur expérience comme ils devraient parce qu'ils se sont pas renseignés comme il le fallait. Ils cherchent peut-être pour Transformers toute revenir. la journée dans Hollywood Studios, les pauvres. Non, donc voilà, il y a de plus en plus de Français, mais j'ai l'impression, alors effectivement, la source d'inquiétude, ce sont les tarifs qui ne cessent d'augmenter. Et puis aussi, pour conclure, j'ai envie aussi de me poser cette question. Je me dis, les gens viennent à Disney quoi qu'il arrive. Les gens continueront de venir à Disney parce que ils viendront, voilà, on l'a dit dans cet épisode, ils ne viendront pas que pour Universal et ça va encore attirer beaucoup de monde à Disney en 2025, le fait qu'il y ait Epic Universe qui ouvre. Est-ce que Disney, et c'est là aussi, je pense pour moi, la plus grande source d'inquiétude, ne se repose pas un petit peu trop sur ses lauriers en ce qui concerne les parcs d'attractions? On voit bien que l'investissement, hormis ce qu'on nous a annoncé sur les lands qui vont voir le jour, on voit quand même que l'investissement est beaucoup concentré aujourd'hui, notamment sur la compagnie de croisière, sur la Disney Cruise Line. Ça construit des bateaux à tour de bras et on sent bien que les futurs investissements, ils vont se concentrer là-dessus, sur la mer plutôt que sur terre. Est-ce que c'est pas allez, encore une fois, je vais grossir le trait. Est-ce que le fait de se concentrer sur la diversification de son activité avec de nouveaux bateaux de croisière, l'ouverture aussi, en tout cas le développement du projet Cotino en Californie, est-ce que Disney ne délaisse pas un petit peu ses parcs ou alors carrément ne s'avoue pas vaincu dans le domaine des parcs d'attractions? Wow. C'est complètement différent. Tu sais que c'est des entités différentes, donc elles ne travaillent pas ensemble. Ça s'appelle Disney, mais Disney Cruise Line, c'est une compagnie à part entière avec ses propres dirigeants. Pareil pour Cotino, c'est une compagnie complètement différente, Pareil comme pour les Golden studios. Oak. Et en fait, elles ont le même nom, mais elles ne travaillent pas du tout ensemble et n'ont pas les mêmes dirigeants, n'ont même pas les mêmes équipes. Je pense qu'elles se consultent. Le panier commun, ça reste quand même la Walt Disney Company. La Walt Disney Company, elle fait des choix sur quelles entités elle cherche à développer. Là, pour le coup, on voit bien que tout est concentré, en tout cas, sur les bateaux de croisière en ce moment. Oui, parce qu'il y a une offre. Parce qu'aujourd'hui, les parcs sont là. Ça fonctionne. Ils ont déjà un planning qui est fait pour des nouveautés, des nouveaux lands, etc. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus pour développer, à part des nouveaux lands et des nouvelles attractions, ce qui est déjà planifié? Rien. Cinéma, Tout fonctionne bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à développer?
les croisières parce que ça marche du tonnerre et qui sont en train d'aller chercher maintenant d'autres marchés dans le monde. Parce que les croisières, ça va se développer maintenant. On a l'Adventure qui va être basée à Singapour. On a les bateaux maintenant qui sont en train de jouer à la bataille navale, là, de savoir qui va aller où, parce qu'ils sont en train d'aller taper dans les marchés chinois, les marchés méditerranéens, et ils bougent leurs bateaux comme ça. C'est toute une stratégie maintenant pour couvrir le monde de Disney Cruise Line, parce que tout le monde veut avoir des bateaux de la Disney Cruise Line, mais il n'y a pas tout le monde qui a envie de prendre l'avion pour venir jusqu'à Cap Canaveral pour prendre le bateau. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils sont aujourd'hui en train de développer, comme un jour ils ont dû commencer à développer les parcs. La Disney Cruise Line, ça date de 1998, et ça a pris, c'était une clientèle très américaine, ça l'est toujours, mais aujourd'hui, les gens dans le monde demandent de la Disney Cruise Line, demandent ce service-là, donc c'est quelque chose qui développe. Aujourd'hui, Disney, il y a besoin de nouveautés, oui, mais ils n'ont pas besoin de se développer comme quelque chose qui vient de commencer. Encore une fois, comme je le dis, ça a 75 ans, c'est bien ancré, et ils n'ont pas besoin de travailler sur leur image. Et comme tu parlais des prix, malheureusement, c'est cher et ce sera de plus en plus cher, et ce n'est pas à cause des pics, c'est juste parce que c'est une stratégie de prix. Les gens payent, ils râlent, mais ils payent. Pourquoi, si toi, tu avais quelque chose à vendre et que tu le vendais à un prix de folie et que personne ne disait rien et que tu avais du monde, pourquoi tu baisserais tes prix? Juste pour leur faire plaisir. Tes bonnettes de micro à la famille Disney, par exemple, que tu vends 8000 € la bonnette, tu vois, c'est un peu exagéré. Ils augmentent les prix tous les ans, et tous les ans, ils ont de plus en plus de monde. Ce serait anti-business de descendre leur prix ou de faire des offres. Tu fais des offres quand ça ne marche pas. Tu fais des promotions pour attirer les gens quand il n'y a pas beaucoup de monde. Tu ne vas pas faire des promotions quand c'est à fond et que tu as du monde à foison et que tu ne sais plus quoi en faire. Il n'y a pas de logique là-dedans. Regarde la Disney Cruise Line, par exemple. Tu n'as aucune promotion pour la Disney Cruise Line. Tout le monde me demande des prix. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de promotion. Tu payes plein. Alors attends, je te coupe parce qu'au moment où on enregistre cet épisode, la vente sera passée, mais c'est un truc d'assez inédit. C'est que à l'heure où on enregistre cet épisode, demain s'ouvre sur le site showroomprivé.com des ventes pour la Disney Cruise Line. Ah bah c'est horrible. C'est horrible. Il ne faut pas faire ça. Disneyland a fait, c'est une catastrophe. Je suis désolée, mais c'est une erreur. Et je ne sais pas comment ils peuvent faire ça, mais c'est une erreur. Ils sont en train d'essayer de choper les Français ou les Européens. C'est une boulette. Disneyland Paris a fait la même boulette. Après, ils font parler d'eux, c'est pas mal. Je pense que c'est plus, tu as raison, au niveau de la publicité, mais pas au niveau d'une comment on peut dire. Oui, mais ça fait partie du truc aussi de faire de la pub et d'avoir des gens qui peuvent en parler après et tout. Ça fait je pense que c'est bien, voilà, c'est par rapport à de la pub. C'est par rapport à de la pub. Je pense mais de faire des remises comme ça. Bah, je ne sais pas s'il y aura des remises, hein, parce que Disneyland Paris est aussi présente sur des plateformes comme vente privée, etc. Et quand tu compares, parfois c'est moins cher de passer par le site de Disneyland Paris que de passer par vente privée. Donc c'est plus de la pub, c'est ce que je te dis, parce que faire une promotion pour Disney, c'est signe de faiblesse. C'est ça le souci. Et aujourd'hui, c'est malheureux à dire et c'est peut-être méchant à dire, mais Eve parlait tout à l'heure de public, et oui, ils veulent aller vers une population aisée. Pourquoi ? Parce que je suis désolée, mais quand tu vas... Je vais peut-être me prendre les foudres, hein, mais quand tu vas à Walt Disney World ou quand tu vas à Universal, tu n'as pas le même public. Je suis désolée, tu le vois tout de suite. C'est pas la même catégorie de guests. J'ai quelques histoires à Epcot qui battent Universal. Hein. Ouais, mais parce qu'ils boivent là-haut. Ça compte pas. Mais non, mais quand tu regardes, honnêtement, regardez autour de vous. Puis c'est surtout qu'ils dépensent beaucoup plus. Plus tu as d'argent, plus tu vas dépenser en extra, dans les boutiques, dans les restos, dans tout ça. Donc forcément, c'est plus rentable. Disney, oui, c'est devenu une destination presque de luxe, mais parce que c'est ce qu'ils recherchent au niveau de l'image. Tu peux, voilà. Tu peux acheter une Ferrari ou tu peux acheter une Renault 5. On va pas râler parce que Ferrari c'est cher, c'est juste que tu peux pas la payer. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi la Renault 5? J'ai pas compris ton image, Fanny. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, mais puisque vous êtes revenu sur le débat des tarifs, à un moment donné, le panier moyen n'est pas non plus extensible. Quelqu'un qui a 100 € à dépenser. Oui, mais de toute façon, ça, tu peux remercier deux trucs. Tu peux remercier le public qui, dans tous les cas, paye, et comme disait Fanny, et d'ailleurs, c'est pour ça que DLP, c'est aussi pourri, parce que tu trouves toujours des touristes
pour venir faire leur journée à Disneyland et Mais remplir justement, le parc pourquoi alors qu'il n'y a pas de nouveauté, donc ça sert à rien c'est pour d'investir ça qu'ils plus. vont chercher les étrangers, parce que les Ouais, c'est ça. Français, tous ceux qui étaient passeport annuel n'ont pas renouvelé. Je suis la Bah, première à pas clairement. avoir renouvelé, alors que ça fait 7 ans que j'avais le passeport. C'est devenu trop cher. Il y Ouais. a plein de choses qui vont pas. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher les étrangers, parce que les Ouais, et puis ils Français s'en râlent et foutent. parce que les Français vont chercher autre chose, en fait. Bah oui, Ouais, ils mais en ont rien Comme à tu faire que disais, toi tu y ailles plus. Tant qu'il y a quelqu'un qui y va et qui paye son billet, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, ils en ont rien à foutre. et comme tu Enfin, disais, encore une fois, Jérôme, Au t'as pas le contraire, même ils panier. préfèrent quelqu'un qui paye une journée plutôt que quelqu'un qui achète un pass annuel. Jérôme, comme tu disais, t'as pas le panier extensible. Quand tu as 100 € à dépenser, tu as 100 euros. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand tu as un budget vacances, tu as un budget vacances. Mais Disney veut que tu dépenses ces 100 euros chez eux, pas ailleurs. Parce que Ben c'est justement. un choix. C'est un choix. Mais Tu as des priorités dans la vie. Tu peux garder tes 100 euros pour t'acheter autre chose, pour aller ailleurs en vacances, pour, j'en sais rien, moi, t'acheter tout ce que tu veux. Mais eux, ils veulent que tu ailles à Walt Disney World et que tu dépenses tes 100 euros de budget chez eux, que ce soit en restauration ou en souvenir ou en quoi que ce soit. Tout ça, c'est très important pour eux. Donc oui, ton panier n'est pas extensible, mais maintenant, l'important, c'est où tu vas le dépenser. Mais Et justement, est-ce après, qu'elle est il y pas a là un la point qui est source intéressant d'inquiétude? quand même, c'est que. Vas-y, Jérôme, pardon. Non, mais est-ce qu'elle n'est pas là la source d'inquiétude? Est-ce que du coup, comme il va y avoir l'ouverture d'Epic Universe et qu'on disait que l'objectif d'Universal, c'est de faire rester les gens chez eux, moi, si j'ai 100 euros à dépenser et qu'avant je les dépensais chez Disney, eh ben, si j'en dépense 50 chez Universal, j'en aurai plus que 50 à dépenser chez Disney. Ça veut dire moins de rentrée d'argent chez Disney, ça veut dire moins d'investissement derrière, d'où la vision aussi et l'inquiétude dont parlait Après, Nils. les investissements chez Disney, ils sont aussi beaucoup, ils viennent aussi beaucoup du cinéma et de si les films marchent ou pas. Aussi. C'est Alain qui aime bien dire ça souvent, donc je fais son porte-parole, mais c'est vrai que tu sens tout de suite les années où les films ont bien marché et les années où les films ont moins bien marché. Et c'est là, il y a peut-être un truc à creuser là-dessus, c'est que Disney World, comme tu dis, il y a les croisières, il y a, là, ils vont sûrement bientôt ouvrir une croisière sur le canal de la Loire, vu comme ça va. Mais c'est vrai que tu as vraiment tellement de trucs différents. Tu as les croisières, tu as les films, tu as tout et n'importe quoi. Des Alors que hôtels, des Universal. hôtels qui ne sont pas forcément des hôtels Ouais, exactement. justement À Aulani, c'est quoi? C'est Hawaï? Aulani à Hawaï, où Voilà, il n'y c'est a, raison. pas de franchise de. Enfin, c'est pas par Voilà, rapport voilà. à des personnes. Bon, Donc, tu vois, t'as si, pas tu que les vois. parcs. Donc, c'est sûr que eux qui ont développé les parcs à une époque et qui maintenant les ont et tout, ça leur fait peut-être plus une partie de leurs revenus. Là où Universal, bah, t'as le cinéma, les parcs, et c'est un peu leurs deux gros trucs. Donc, forcément, il y a une plus grosse part pour les parcs. Et donc, forcément, ils vont un peu plus peut-être investir dans les parcs que Disney qui va peut-être plus investir sur le cinéma, sur leur suite et sur surtout les croisières qui, pour le coup, sont le vrai boom actuel, quoi. Bon, et du coup, on va revenir sur ce débat. Eve, j'ai envie de t'entendre aussi là-dessus. Est-ce que ça t'inquiète, toi? Est-ce que le fait que Disney investisse beaucoup, notamment sur sa partie croisière, ça t'inquiète pour l'avenir des parcs d'attractions? Non, ça m'inquiète pas pour l'avenir des parcs parce qu'ils n'auront pas le choix que toujours investir sur ce milieu-là s'ils veulent attirer des nouvelles personnes. Moi, le milieu des croisières, pour l'instant, j'ai jamais fait. De base, la croisière, c'est un truc qui m'intéresse pas et me touche pas du tout. Donc, mais Jamais quand fait. c'est ce que j'allais dire. Quand j'entends Fanny en parler, bah, ça donne envie, mais même si c'est pas du tout mon truc à la base. Mais Je te non, moi, rassure, ça c'était m'inquiète pas le mien pas. non plus avant que je fasse Disney, hein. Les croisières, c'était niette, hein. Et mon mari, c'était non, c'est pour les vieux, on va Ah bah s'embêter voilà, parce que moi, tu c'est vas vivre ça. sur C'est un bateau. entre Eh ben vieux, non, beauf, ringard, tout pas ce que Disney. tu veux. C'est pas du tout le truc que je m'imagine. Pour moi, il y a les croisières et il y a Disney Cruise Line. C'est complètement différent. Et je peux te dire que depuis la première Disney Cruise que j'ai faite en 2001 pour mon voyage de noces, où c'était notre première croisière ever, j'en ai fait plein d'autres des compagnies derrière. Et ben, je dirais même pas que c'est pour comparer, c'est juste pour aller se faire souffrir un peu. Et on revient vite en courant chez Disney parce que l'expérience est complètement différente. Donc faire une croisière, non, mais faire une Disney Cruise, oui. C'est rien à voir, honnêtement. Donc ouais, je pense ils ont des moyens de récupérer de l'argent en attirant des nouvelles personnes sur ce milieu-là. Justement, je pense que c'est pour ça qu'ils le développent. Eh bien, écoutez, on a déjà pas mal débattu. On arrive presque au terme de cet épisode. Mais avant, j'aimerais vous entendre vos plaidoiries. Si je vous donnais à chacun 1 minute, 1 minute 30 pour nous dire pourquoi vous êtes inquiet ou pas inquiet justement pour Disney ou pour Universal. Voilà, chacun choisira le camp qu'il veut. Et vous allez chacun avoir 1 minute 30 pour nous donner vos arguments. On va commencer par toi, Eve. Tiens. Alors moi, je ne suis pas inquiet pour Disney par rapport à l'ouverture d'Epic Universe. Je pense que ce sont deux choses
complémentaires et qu'au contraire, les gens ne vont pas chercher la même chose. Si tu vas chercher les coasters, tu vas à Epic Universe à Universal. Si tu veux chercher la magie, tu vas à Disney, tu auras les personnages. Tu as un affect à Disney que tu n'as pas à Universal, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Moi, le seul chose, comme je l'ai dit là, qui m'inquiète plus, c'est financièrement combien ça va coûter à terme tout ça, parce que les prix ne font qu'augmenter. Et moi, c'est plutôt ça qui me rend un petit peu triste. Voilà. Très bien. Fanny, ton argumentaire. Alors, moi, je m'étais fait une liste à la base. Elle a Alors, je vais écrit prendre ma liste. une vraie avocate. Voilà. Bon, dans ma liste, les points, c'est déjà, premièrement, pour moi, il n'y a pas de question. Je ne m'inquiète pas du tout pour Disney. Au contraire. Epic a ouvert, ok, quelque chose, mais on attendra longtemps avant qu'il rouvre quelque chose derrière. Donc voilà, c'est le boom de C'est pas dit, 2025, mais après, ce sera plus rien. Donc pour moi, il n'y a pas de comparaison déjà. Pour moi, c'est un sacrilège de comparer les deux. Parce que, voilà, le point. Deuxième point, mais tu l'as déjà souligné au tout début, Jérôme, le podcast s'appelle Go WDW. Donc déjà, le choix est fait à la base, rien qu'avec le nom. Tu n'as pas appelé ça Universal ou quoi que ce soit. Donc on sait déjà que voilà, le boss, c'est Disney. Le troisième point, c'est la connexion émotionnelle. Il y a une connexion émotionnelle avec Disney que tu n'auras jamais avec Universal. Les rides ils sont interchangeables. Tu n'as pas de connexion avec les films. Encore une fois, comme je disais, quelqu'un touche à Transformers demain, personne ne va pleurer, tout le monde s'en fout. Voilà, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas tout ce qu'il y a derrière, il n'y a pas l'histoire de Walt aussi. C'est pas un homme qui a créé ça. Pardon ? Il te reste 30 secondes. C'est pas un homme qui a créé tout ça, c'est une vision d'ensemble. Et les gens, ils aiment pas juste Disney que pour les rides, ils aiment ça pour l'histoire aussi et pour tout ce que ça raconte et pour la magie. Il y a plein d'expériences qui sont possibles pour tous les âges, ce qui n'est pas forcément vrai à Universal. T'as pas envie d'aller à Universal avec des enfants qui sont petits, donc c'est pas fait pour les familles, pour moi forcément. Il y a une attention aux détails et il y a une immersion à Disney qui n'est pas du tout la même à Universal. Ça n'existe même pas. Et qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? J'avais parlé aussi de la restauration dont on n'a pas parlé. Va manger à Universal et après va manger à Disney, tu vas voir la différence. Je peux te dire que j'ai jamais fini mon assiette à Universal. Limite, voilà, j'en parlerai pas, alors que tu as tellement d'options à Disney, tellement de nourriture différente. Et après, je parlais aussi des resorts. Et là, c'est la même chose. Il y a beaucoup plus d'options pour plein de gens. Pour moi, en fait, il n'y a pas besoin de s'inquiéter parce que c'est pas le même produit. C'est pas fait pour les mêmes personnes. C'est pas la même audience. Et il y a trop d'histoires derrière pour qu'il y ait une moindre inquiétude pour Disney. Voilà. Très bien. Bon, tu as un petit peu dépassé, mais c'est pas grave. Du coup, on va, comme on est sur le principe de l'équité et pas de l'égalité, je suis sûr que Nils s'en voudra pas. Nils, si tu dois dépasser un petit peu, tu pourras aussi. Vas-y, la parole est à la défense. Alors, chapitre 1. Non, pour moi, vous avez un biais, vous les fans Disney, qui est vraiment problématique, c'est que quand tu dis on n'a pas l'attachement pareil à Universal et à Disney et tout ça, c'est parce que toi, tu parles des Disney fans, et donc forcément, les Disney fans, ils sont fans de Disney, mais tu prends, il y a autant de fans d'Harry Potter que de fans de Disney chez les jeunes maintenant. Il y a autant de fans de Nintendo, il y a autant de fans des licences. Pour moi, au niveau licence, Universal, tu vois, moi par exemple, je suis un enfant des Spielberg beaucoup plus que des Disney. Et ben, j'ai beaucoup plus d'attachement émotionnel aux licences Universal qu'aux licences Disney. Et pareil, tu vois, c'est un biais en fait. Ça dépend de ce que toi t'aimes. Mais c'est vrai que t'as les fans Disney d'un côté et t'as le reste du public de l'autre. Et ben, le fait est que si t'es pas fan Disney, et ben ça fait moins rêver d'aller à Disney qu'à Universal l'année prochaine. Et puis après, bon, je te passe sur tous les petits trucs que tu as dit. Du coup, ça devient une réponse à Fanny, c'est super drôle. Mais tu vois, par exemple, quand tu dis que c'est imbouffable Universal, je te rappelle quand même que Micros a gagné le prix du meilleur restaurant de parc du monde plusieurs fois. Quand tu parles de l'offre pour les enfants, tu as tout le Land Dragon qui va être quand même vraiment super. Tu as Nintendo et tout. Donc, c'est vrai qu'ils ont pris du retard là-dessus, comme Disney a pris du retard sur la cible ado adulte. Mais ça a tendance à assez se résorber des deux côtés pour moi. Et pour moi, voilà, pour moi, tout le monde a y gagné. Bien sûr, je précise encore que j'ai rien contre Disney et que c'est plus pour rigoler qu'autre chose. Et que, voilà, on dirait que je me fais insulter sur les réseaux. Qui ne veut pas perdre sa place au mois de septembre.
Nipsey, ouais, il a son CV qui est parti, il a les boules là. Non, pas du tout, c'est juste que voilà, moi j'adore Disney aussi, j'ai bossé pour Disney et c'est super. Mais c'est vrai que c'est plus sur le long terme, moi, comme je disais. Et voilà, moi je pense que tout le monde a y gagné et que comme quand ils ont sorti Harry Potter, ça a fait qu'on a eu Rise of the Resistance, donc moi je suis content des deux côtés. Mais c'est vrai que c'est plus sur le long terme, comme je disais, que je m'inquiète moi, et j'ai l'impression que Disney se fait dépasser. Rien que si tu prends Voltron cette année à Europa Park, c'est clairement du niveau de Disney en design, en thématisation, en qualité d'histoire, en tout ça, de ce qu'ils faisaient à l'époque même plutôt, puisque là il n'y a aucune licence, il n'y a rien du tout, tu pars d'un événement historique comme le faisait un peu Disney, et tu pars sur une histoire complètement fantastique à partir de là et tout, et c'est complètement développé avec un nouveau lore et tout. Et c'est plus là-dessus que vont tous les parcs d'attractions aujourd'hui. Et j'ai l'impression que Disney s'est fait un peu dépasser à ce niveau-là. Et tu prends en Europe, bon, c'est pas de ça qu'on parle et c'est un peu facile comme argument. Mais Disneyland Paris, je suis désolé, mais c'est un des parcs les plus en retard d'Europe dans les parcs de cette grandeur-là. Et tu prends le top 20 des parcs les plus fréquentés en Europe. Et Disney, je pense que c'est le pire des 20, tu vois. Et donc, il faut faire gaffe que ça ne devienne pas comme ça en Floride. Parce que même s'il y a des nouveautés, etc., un parc entier de l'autre côté, c'est quand même assez alarmant. Et voilà, il faut juste qu'ils se réveillent, mais comme ils l'ont fait pour Rise of the Resistance, tu vois, même si Galaxy Z, c'était un peu décevant au niveau fréquentation, pour le coup, il y a une vraie réponse de Disney à un truc vraiment sérieux du côté Universal, et tout le monde y a gagné, et c'est de la concurrence saine, et c'est cool. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas tant inquiet pour tout de suite, mais un peu plus sur long terme, et je pense que Disney doit vraiment se réveiller maintenant. Bon, vous l'avez compris, de toute façon, personne n'est véritablement inquiet. On a titré cet épisode « Pourquoi nous sommes inquiets ?» mais c'était vraiment pour ouvrir le débat et puis pour commencer cette année, savoir si l'année, on vous la souhaite excellente et on la souhaite excellente également à Disney, à Universal, voilà, à tout le monde, que tout le monde passe une excellente année 2025. On vous souhaite une très très bonne année. C'était le premier épisode de l'année et il y en aura évidemment d'autres jusqu'à la fin de saison. Merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, vos messages. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas aussi à faire un petit don pour soutenir le podcast et puis ça nous permettra aussi d'acheter une lampe à Nils pour le voir beaucoup mieux. N'hésitez pas, on croise les doigts. Et on embrasse très très fort Alain qui devait être avec nous ce soir, mais je viens de recevoir un message vocal. Ça fait 4 heures qu'il est dans les bouchons et déjà quand il est zen, il dit des gros mots. Alors il est pénible. Il vaut mieux pas qu'il soit avec nous. On l'embrasse bien fort et on le retrouvera évidemment. J'ai une super lampe pour toi si ça t'intéresse. Ah merci. C'est Daffy Duck, je connais bien. Ah ouais, elle est belle, j'adore. Merci beaucoup. C'est un popcorn. C'est le soin à popcorn Donald. Ouais, c'est un popcorn bucket, ouais. Ah, j'adore. J'ai mis ouais, et puis tu vois, je mets des lumières dedans en fait, ça c'est décore. Vraiment, moi j'ai l'impression d'être le land des vilains par rapport à chez Eve en image. Chez moi c'est bisounours un peu, tu vois. C'est encore l'esprit des fêtes et c'est exactement cet esprit-là, la joie, la bonne humeur qu'on essaye de répandre tout au long de l'année dans ce podcast. Merci à vous les amis, à bientôt. Merci. À bientôt. Bye. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.